Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru. Mettez-vous d'accord, soyez les bienvenus en ce mardi 8 mai, jour férié. On espère quand même que vous êtes au rendez-vous. 10h46, ça devrait aller pour le réveil, sauf pour les Parisiens évidemment. Toutes mes condoléances d'ailleurs à cette table. On est un petit peu en berne. Je vous présente tout de suite nos invités du jour. Garen Schnorokian, journaliste, éditorialiste à Livre Noir. Bonjour. Bonjour Garen, ça va? Pas trop la gueule de bois? Vous étiez pour Paris, rassurez-moi. Alors je vais vous dire, je regarde jamais le foot. Oh non mais là, vous sortez. J'ai l'impression d'être le seul ici. C'est voilà. Plutôt rugby. Jean-Claude, bonjour, avocat, président du Forum Transatlantique. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Mais bon, vous regardez. Ah bah oui. J'étais en première loge, donc j'ai vu un peu et j'étais un peu triste pour Paris. Ah ben oui, comme vous, Alexandra Spinner, bonjour. Vous étiez au stade d'ailleurs, aux côtés, alors peut-être pas ensemble, hein, mais dans le même stade. Ouais, on vibrait ensemble, voilà. Oui. Secrétaire général du Millénaire, bonjour en tout cas à tous les deux. Vous allez bien? Merci d'être là. Petite gueule de bois, oui, en effet. Ouais, c'était une soirée un peu difficile, on va dire ça comme ça. Ouais. Ouais, non, mais on aime le PSG quoi qu'il arrive. Ouais, c'est bien, il faut être supporter jusqu'au bout. Oui. Hein. C'est vrai qu'au début c'était un petit peu mou et après la réussite n'a pas été... Alors je ne vais pas m'improviser, je vous rassure, commentatrice sportive, mais c'est vrai que c'est... On y a cru jusqu'au bout et malgré tout, on prend un but à la 50 et quelques minutes et c'est terminé. Violent. Quoi, voilà, c'était violent. Comment était l'ambiance au stade? Bien. Toujours une très très belle ambiance. On a quand même des supporters magnifiques qui sont là, qui sont toujours au rendez-vous. Il y a beaucoup de ferveur. Excellent tifo, oui. Effectivement, à noter de la part des supporters parisiens et une très belle ambiance. Puis, je voudrais aussi signaler qu'on n'a pas eu de gros incidents. C'est important parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui me navre un peu, c'est que chaque événement sportif, et on aura certainement l'occasion d'en reparler dans d'autres éditions sur les Jeux Olympiques, il y a une sorte de peur d'incidents, de violence, etc. Et c'est dommage que de belles fêtes populaires soient toujours dans un environnement de stress et d'angoisse. Vous êtes sûr, Jean-Claude, j'ai vu passer, alors je n'ai pas cliqué, j'ai vu passer un petit, voilà, vous savez, les petits push qu'on a tous sur nos portables avec des heures en marge, mais c'est pas. Oui, non, mais c'est pas. Quand tu intervenir quand même. Oui, mais c'était pas là où il faut être prudent. C'est certain que lorsque vous avez des dizaines de milliers de gens, vous ne pouvez pas imaginer qu'il ne se passe jamais un petit peu de quelque chose, un peu d'alcool, etc. Et puis ils avaient l'air un petit peu chaud là, sans vouloir les balancer, mais là les supporters de Dortmund là à la fin, en torse nu, tatoués, ils étaient pas d'une grande élégance, si je peux me permettre. Non, mais l'élégance et la très grosse violence sont deux choses quand même différentes. Ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est acceptable. C'était à un niveau acceptable. Disons que notre seuil d'acceptabilité a augmenté. C'est ça la réalité. Mais... Nos standards sont devenus très bas. Bon allez, on va rentrer dans le cœur du sujet, dans le vif du sujet avec vos coups de gueule, vos coups de cœur. Garen Schnorokian, on commence par vous. Et aujourd'hui, de quoi vous allez nous parler de l'inaction de l'État contre une élue de Saint-Chamond menacée de mort. C'est bien ça? J'aimerais parler d'un cas particulier, mais qui existe en réalité multiplié par 1000 en France. Il y a une élue de Saint-Chamond qui s'appelle Isabelle Surplis, et qui est une élue conseillère régionale et conseillère municipale à Saint-Chamond, et qui en 2016 avait demandé la fermeture d'une mosquée radicalisée des miligo-turcs à Saint-Chamond. Et dans depuis, la Loire, hein, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Et depuis, sa vie est devenue un enfer. Pneus de voiture crevés, menaces quotidiennes. Elle se fait insulter dès qu'elle marche dans la rue. Et pardon, on a un retour son là. Oui, on a. Ah, pardon, c'est mon téléphone, c'est formidable. Pardon, excusez-moi. Hein, je coupe le son. Voilà. Et donc là, récemment, encore il y a une semaine, devant une école catholique de Saint-Chamond, les Saintes-Maries, des tags énormes ont été marqués avec écrit Isabelle Surplis, on va t'égorger. Il y a une inaction totale de l'État, parce que bien sûr vous pensez bien qu'elle a porté plainte des dizaines de fois, que c'est toujours resté lettre morte, que la mairie ne la soutient pas, que la préfecture ne la soutient pas. Là, je l'ai eu au téléphone hier justement pour parler de cette histoire. Elle m'a dit qu'elle avait été avec le commandant de police qui lui a dit « Oui, vous inquiétez pas, on s'en occupe. Si vous arrive quelque chose, appelez le 17 ».
Mais vous vous rendez compte du niveau de déconnexion? Cette femme est menacée de mort depuis... Vous aurez un coup de couteau dans le dos, vous appellerez le 17. Vraiment. Alors le coup de couteau, appelez le 18 plutôt. Mais c'est l'État laisse faire des menaces sur des élus de la République. Et surtout, je veux faire le parallèle, parce qu'on a appris hier que la famille de l'Afghan qui avait tué Matisse avait été mise sous protection. C'est-à-dire que les parents d'un tueur ont été mis sous protection, alors qu'une élue qui dénonce les islamistes, aujourd'hui, est menacée de mort et l'État l'a abandonnée. Votre réaction? Je rejoins ce qu'a dit Karen. Je pense que le problème qu'on a en France aujourd'hui sur cette question-là, c'est l'inversion des valeurs. C'est-à-dire que les Français ont la sensation que les responsables politiques et l'administration, d'un point de vue plus général, protègent davantage les délinquants et les criminels plutôt que les gens ordinaires. Et ça, c'est un vrai problème que nous avons. Et là-dessus, il faut opérer une véritable révolution culturelle pour changer cette inversion des valeurs et pour pouvoir justement reprendre le contrôle et rendre les Français plus en possession de leur destin sur un certain nombre de sujets. Alors là, il s'agit quand même, qu'on précise les faits. Il s'agit d'une mosquée affiliée à l'association turque Miligorus. Est-ce que pour autant, est-ce que c'est interdit? Ça, c'est une autre question. Ça ne justifie pas les attaques dont elle fait l'objet. Évidemment. On est bien d'accord. Et elle a fait une demande légale de dissolution de cette mosquée. C'est à la justice de juger. Je sais qu'elle a gagné plusieurs procès déjà contre ces associations Miligorus. Mais quoi qu'il en soit, le fait de faire une demande légale au niveau de la justice ne mérite jamais de recevoir des menaces de mort, des pneus crevés, des tags sur les écoles, sur sa maison. Elle a peur pour sa vie aujourd'hui. Et l'État ne lui met pas de protection policière particulière. Je dis pas que l'État devrait mettre 4 gardes du corps qui lui marchent après 2 juin, parce que dans ce cas-là, il nous faudrait 1 million de policiers en plus dans ce cas-là. Mais il faudrait qu'il y ait un minimum de protection que l'État ne lui donne pas, et c'est gravissime. Alexandra Spinner. Oui, enfin moi je suis sidérée que la République protège si peu ses élus, parce que quand vous voyez par exemple ce qui est arrivé au maire Vincent Jeanbrun, on est quand même allé très très loin dans l'horreur absolue, puisque il a été attaqué. Pas le seul, ça n'est évidemment pas le seul, mais là on a quand même franchi un degré supplémentaire dans l'horreur quand vous voyez des voyous qui vous attaquent chez vous, à votre domicile, avec votre famille. Bon, que va-t-il se passer? On n'a pas retrouvé les coupables. Je veux dire, c'est un exemple flagrant de tout ce qui se passe aujourd'hui. Avec, vous parlez d'une révolution culturelle, c'est surtout une révolution pénale dont on aurait besoin. On aurait besoin de plus de sanctions, parce qu'on voit bien qu'on peut plus continuer comme ça. Et on a eu tellement d'exemples d'élus qui ont démissionné, en disant on arrête, on ne veut plus. Mais c'est quasiment un record d'ailleurs de démissions lors de cette mandature de maires, et de nombreux maires ne veulent plus 10% qui jettent l'éponge et qui disent tant pis, parce que vous savez, on critique beaucoup les élus, mais il faut bien qu'on comprenne ce qu'est la vie d'un élu local. Bien sûr. Ce sont souvent des gens qui ont mis leur vie professionnelle, personnelle, familiale de côté, et qui sont totalement dévoués à leur commune, à leur ville, et c'est terrible. Moi, à chaque fois qu'un élu démissionne, je trouve que c'est un échec collectif. Et c'est vrai qu'on leur en demande de plus en plus à ces élus, à ces collectivités. Surtout que ce sont, mais je reviendrai parce que ça fait partie du thème que je voulais aborder. Surtout qu'ils sont en première ligne. Première ligne de la défense de la République. À la limite, quand vous êtes ministre, quand vous êtes membre du gouvernement, quand vous êtes président de la République ou Premier ministre, il y a un cordon sanitaire autour de vous. Les gens ne vous interpellent pas au quotidien. Quand vous êtes élu... Oui, parce qu'ils sont protégés par la police surtout, et que vous ne pouvez pas les approcher aussi facilement. Et puis même, il y a un cordon sanitaire, il y a une inaccessibilité. Vous partez pas de Perpignan pour pouvoir aller joindre Emmanuel Macron à l'Élysée. En revanche, lorsque vous êtes conseiller dans une ville, vous habitez généralement la ville, vous allez faire votre marché, vous avez vos enfants, et on sait qu'il y a des élus qui ont des problèmes parce que les enfants sont agressés. Vous allez faire votre marché, vous rentrez chez vous. Est-ce qu'il vous faut, et là encore, c'est tout le paradoxe, vous n'allez quand même pas avoir un chauffeur, des voitures blindées avec des policiers de sécurité pour pouvoir mettre un cordon de sécurité autour de vous. Vous avez envie d'aller au cinéma comme n'importe quel citoyen, puis rentrer. Souvenez-vous que alors c'était pas un élu, mais c'était un responsable en proximité. C'était le préfet Erignac qui s'est fait assassiner en Corse parce qu'il revenait du théâtre avec sa femme.
voilà, il revenait du théâtre, c'est-à-dire qu'il vivait comme monsieur et madame tout le monde et ça lui a coûté la vie. Donc c'est cela qui est difficile, c'est-à-dire soit vous êtes en responsabilité, il y a un cordon sanitaire autour de vous, ben c'est plus une vie. Et là on vous dit ils sont déconnectés. Et puis vous n'êtes plus un élu local, c'est-à-dire que vous n'êtes plus en lien avec exactement. les habitants que vous êtes censés représenter. Soit vous mettez en jeu, vous prenez des risques pour vous, mais aussi ce qui est plus dramatique, je pense, en tant que père de famille, c'est pour les enfants et l'entourage le plus proche, parce que eux n'ont rien demandé. À la limite, l'élu a accepté d'être élu, mais eux n'ont rien demandé. Et pourtant, certains ont beaucoup de courage quand on entend, je ne sais pas si vous vous souvenez, la maire de Romans-sur-Isère, Mme Toraval, qui y va. Qui a reçu beaucoup de menaces de mort après ses interventions, justement, et qui est aujourd'hui a une vie qui est plutôt en danger, parce qu'à Romans-sur-Isère, tous les jours on la menace. Mais parce que c'est une question de foi. Je pense que on entre en politique, je pense à la politique noble comme on entre en religion, c'est-à-dire qu'on croit qu'on peut apporter quelque chose à la société, qu'on peut contribuer au débat et à la vie démocratique, donc on y croit. C'est pour ça qu'on y va avec ses tripes, parce qu'en toute franchise, les élus font pas cela pour pouvoir s'enrichir en toute franchise. S'il faut faire de l'argent, il y a d'autres... Non, mais il y a quelques... Non, mais attendez, dans tous les systèmes, alors je vais vous dire, et Alexandra pourra confirmer ce que vous dites, dans tous les domaines, il y a des types qui essaient voilà, il y en a qui essaient de bidouiller. Dans tous les milieux, tous les milieux. Donc c'est pas plus les politiques qu'ailleurs. Il faut arrêter ça. Mais celui qui s'engage en politique en général, il s'engage pas en se disant je vais me faire vraiment beaucoup d'argent. Il y a d'autres moyens. La politique doit être un sacerdoce. D'accord, on marque une petite pause et on se retrouve dans quelques instants. Et évidemment, si vous voulez réagir, n'oubliez pas, chers auditeurs, si vous êtes pas trop en repos aujourd'hui, 0826 300 300. Enfin, justement, d'ailleurs, ça tombe bien. Si vous êtes en repos, venez discuter avec nous. Et c'est surtout le 8 mai. Oui. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Et tout de suite, les pronostics hippiques avec vous, Jean-Paul Delperrier. Bonjour, vous êtes à Lyon aujourd'hui, Jean-Paul. Oui, Lyon-Paris, plus précisément, puisque Lyon a 2 hippodromes. Nous allons courir le Grand Prix de Lyon-Paris sur 2400 mètres. Un départ prévu à 15h15. Vous retrouverez donc le résultat du quintet aux alentours de 15h20, 15h25 sur sudradio.fr. 16 partants très souples avec le 9 Alerio devant l'As Kozaken-Zipfeld, 10 Girafe, 3 Héliopolis, 5 Utamaro, 16 Côté Jardin, 2 Canichia, 6 Aster, 9 As, 10, 3, 5, 16, 2 et 6. Notez à l'instant que le numéro 7 de Lorenzo de Medici a été déclaré non partant. À Chartres, réunion 3 courses 4 pour ma sélection du jour, le 6 Kirani des Noé. Merci Jean-Paul Delperrier. Et les pronostics évidemment sont à retrouver sur sudradio.fr. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru. Mettez-vous d'accord, soyez les bienvenus. Merci de nous rejoindre en direct sur Sud Radio avec mes invités Garen Schnorrokian, journaliste éditorialiste à Livre Noir, Jean-Claude Beaujour, avocat, président du Forum Transatlantique, Alexandra Spinner, enseignante, et puis Mathieu Hauck, secrétaire général du Millénaire. Je me retourne vers vous, Jean-Claude Beaujour. Aujourd'hui, votre coup de cœur, c'est pour le rapport Larcher sur les institutions. Oui, alors évidemment, le président Larcher a remis au bout d'un an et demi de travail un rapport sur l'évolution des institutions, mais je voudrais juste, et ça fait le pendant avec ce que nous avons abordé tout à l'heure, le statut des élus locaux et notamment de ceux de plus petites communes. Et c'est vrai qu'il faut qu'il y ait un sursaut, parce qu'aujourd'hui vous avez jusqu'à, par rapport à la mandature qui a débuté en 2020, dans certains départements, jusqu'à 10% des élus locaux ont renoncé à leur mandat. On disait tout à l'heure que c'est un échec collectivement, mais c'est un échec pour la démocratie. Et je crois qu'aujourd'hui où la parole politique est démonétisée, il faut tout faire pour que l'élu local soit en mesure d'exercer ses responsabilités. Et notamment, moi, ce que je souhaiterais qu'il y ait une vraie professionnalisation de l'élu local. Il y a une loi en ce sens-là qui a été déposée sur le statut justement de l'élu. Alors vous
vous avez raison de dire qu'il y a des textes qui sont déposés, mais maintenant il faut que nous y allions, c'est-à-dire qu'il faut donner les moyens matériels aux élus locaux, aux petits élus d'avoir un mandat, éventuellement d'imaginer une évolution de carrière parce que ce sont finalement ils concourent à l'exercice d'une mission de service public, donc que ce soit décompté et en quelque sorte qu'il y ait un peu qu'on aménage une évolution de carrière à un moment donné, parce que autrement on n'a que soit des professionnels libéraux, soit des retraités, soit des gens qui ont des moyens financiers. Vous aimeriez qu'ils soient vraiment, qu'ils aient un salaire, parce que là ils sont indemnisés, c'est vrai que ça ne va pas chercher loin. Alors attendez, justement, puisqu'on est là pour tout se dire, arrêtons cette hypocrisie. Lorsque vous donnez à un élu quelqu'un qui va consacrer 3/4 de son temps, parce qu'on vient de le dire, élu local, c'est vous êtes, il y a une pharmacie qui a été violentée dans la nuit, vous êtes dérangé à 3h du matin, il y a une personne qui n'est pas très bien, on vous téléphone, monsieur le maire, monsieur le conseiller municipal, il y a tel sujet. Donc c'est un boulot quasiment à plein temps. Vous ne pouvez pas donner 700, 800, 1000 euros à quelqu'un. Ça, vous êtes généreux. Je suis généreux. Dans les petites communes, c'est pas ça. Mais oui, c'est pour ça que je vous dis, je dis cela pour ne pas rentrer dans tous les détails, pour donner un ordre de grandeur. Il faut arrêter cette hypocrisie. Nous avons vécu, notre système a été mis en place à une époque où les structures étaient plus petites, où les besoins étaient plus simples. Aujourd'hui, l'élu a non seulement des obligations liées à sa fonction, et on voit à quel point il est sollicité, mais en plus il y a la question de la responsabilité pénale. L'élu est mis en cause, et il y a le principe de précaution qui fait que si vous n'avez pas anticipé telle ou telle chose dans une cour d'école, on vous dit mais qu'a fait le maire? Voilà, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut remettre à plat. Il faut arrêter de penser qu'on peut travailler gratuitement, parce que si on veut effectivement que le plus grand nombre de nos concitoyens puissent exercer ce type de responsabilité, eh bien il faut accepter de payer nos élus, et ça n'est pas dépenser de l'argent public en plus que de le faire, parce qu'on trouve aussi des budgets pour d'autres choses. Il serait bien que la démocratie se donne les moyens de fonctionner. Garen Schnorlokian, vous êtes d'accord? On devrait... Non, je suis pas entièrement d'accord, parce que je pense que la politique doit rester un sacerdoce et une mission. Ouf. Et oui, non, j'ai cette image de la grandeur de la politique. Il faut l'être. On s'est battu pour cet idéalisme, et on s'est pas battu pour ça. On s'est battu pour que l'élu soit quelqu'un qui fasse ça dans un certain sens du sacrifice. Beaucoup le font. Mais non, je sais pas du tout. Mais il y a une autre question aussi, surtout, et vous dites ça va pas. On parle pas des ministres. On parle des élus locaux. Et il y a quand même un problème, c'est il y a pas de budget, il y a pas d'argent. La suppression de la taxe d'habitation a quand même beaucoup attaqué les budgets au niveau local. On est dans un pays où on est quand même à 1000 milliards de dettes par an quasiment supplémentaires. Et il y a un moment, il va peut-être falloir arrêter de faire de la dette pour des choses qui seront peut-être pas forcément nécessaires. Payer les gens pour faire le job qu'ils font, c'est faire de la dette. Vous savez, je suis pas d'accord. Ah oui, en fait si, c'est faire de la dette, c'est économiquement faire de la dette, et c'est endetter encore plus au niveau local des mairies qui sont déjà très très grévées. Il y a très peu d'argent aujourd'hui dans les petites mairies, je suis désolé. Ou alors on va faire peser ça sur les régions encore, sur les régions dont les budgets diminuent aussi parce que l'État coupe les budgets des régions. Il y a un moment, l'argent magique, ça n'existe pas. On va pas faire pousser sur l'arbre à argent, et à moins de vouloir encore faire exploser encore plus la dette de la France, qui est quand même monstrueuse. On est à 3000 milliards de dettes aujourd'hui. Le budget de la dette est aujourd'hui le premier budget de l'État. À un moment, on va peut-être falloir penser à arrêter de dépenser de l'argent et à distribuer et à promettre gratuitement de l'argent à tout le monde. Vous plutôt faire des transferts de budget. Ah oui, dans ce cas-là, il va falloir couper chacun. Moi, ce que je trouve surprenant, vous me dites que des gens travaillent quasiment à plein temps. On les fait travailler gratuitement ou quasiment gratuitement au motif prix qu'on ne peut pas les payer. Alors je vais vous dire une chose. Et personne ne les a forcés à y aller. Je vais vous dire, mais il faut bien des gens pour faire le job à un moment donné. Il faut bien content qu'ils soient là. Oui, donc raison de plus. Alors que si vous employez quelqu'un, si vous avez quelqu'un qui travaille chez vous et que vous ne la payez pas, même si elle ne veut pas être payée, c'est du travail au noir. Et vous êtes sanctionné pour cela. Sauf qu'il y a le statut bénévole en France aujourd'hui aussi. Vous ne pouvez pas, et vous voyez à quel point le statut bénévole est très remis en cause par les URSSAF. Donc arrêtons de se dire que c'est dans un système. Arrêtons de se dire qu'il y a un siècle ou 2 siècles, eh bien c'était du sacrificiel. Non, le risque, c'est que vous n'aurez qu'une petite minorité qui peut se le permettre, et ça n'est pas sain pour la démocratie. Je suis désolé. Un maire aujourd'hui, il a une charge considérable. Vous ne pouvez pas demander
aux gens de travailler gratuitement, sans carrière, sans protection sociale, avec une retraite. Et quid de la retraite, par exemple? Vous trouvez ça normal? Moi, je vous dis avec quel argent? On va faire réagir aussi Alexandra Spinner et Mathieu Hauck sur je rappelle votre coup de cœur de départ, c'est Gérard Larcher qui a présenté donc 20 propositions de groupe de travail sur justement ce statut de l'élu local. Il voudrait le renforcer pour éviter la crise des vocations. Alexandra Spinner, on doit les payer plus, les maires, la solution passe par là? Je pense que l'aspect financier finalement n'est qu'un aspect secondaire, pardon de le dire. Je pense qu'il faut effectivement revaloriser le statut des élus locaux qui sont des héros du quotidien, pardon de le dire, je sais que ça fait un petit peu très emphatique, mais aux yeux des Français. Oui, évidemment très populaire. Donc oui, je pense qu'il faut revaloriser leur statut, il faut que la République leur fasse confiance, il faut que la République les protège. Commençons par ça, je pense. Ce sera plus important. Oui, mais l'aspect financier ne doit pas être un tabou non plus, parce que vous savez, sinon décidons qu'il n'y a que les riches qui font de la politique. Non mais bien sûr. Non mais pardon, je vais très loin dans le raisonnement. Alexandra, on sait très bien qu'il y a des gens qui ont pendant longtemps, et ça existe encore, on a un emploi, mais on vous dit ok, va faire ton travail d'élu, donc en fait, il démarche peu, et c'est sanctionné, des emplois fictifs sont sanctionnés. Et encore une fois, nous sommes bien d'accord, on ne parle pas des ministres, on ne parle pas des maires des grandes villes non plus. Non mais justement, c'est pas ça la clé, il n'y a pas trop un fossé entre quand même les privilèges qu'ont les ministres, les présidents qui vivent dans les palais de la République, les chauffeurs, pas les homards, mais enfin... Tout à fait. Non, la question que vous posez, c'est effectivement, est-ce qu'il n'y a pas justement deux cultures politiques, une culture, on va dire, au niveau national, députés, ministres, etc., qui justement... France d'en haut et la France d'en bas. Ont des avantages qui sont considérables, et une culture d'élus locaux, mais d'élus locaux, il faut bien rappeler, de municipalités dans les territoires périphériques, et dans la France périphérique et dans la France rurale. Et c'est ça le vrai problème de la crise démocratique aujourd'hui, c'est que ces gens-là aujourd'hui, ce sont des gens qui sont, comme l'a dit madame, ce sont des gens qui sont en première ligne de l'ultra-violence de la société, qui sont en première ligne de la crise de l'autorité dans notre pays et qui ne peuvent pas incarner l'autorité parce que vous avez des jeunes et des moins jeunes qui se permettent d'insulter des maires, qui se permettent de les agresser, qui se permettent de les violenter. Donc ça, c'est le premier problème. Et à côté de ça, vous avez un millefeuille administratif, et c'est ça aussi peut-être le problème qu'il y a sur la question justement de la rémunération des élus. La rémunération des élus, c'est un micro-budget dans les budgets de fonctionnement des collectivités territoriales. Mais par contre, la question, c'est qu'il y a beaucoup d'élus qui sont liés au fait parce qu'on a une surcharge administrative liée à un millefeuille administratif très compliqué avec les régions, les départements, les intercos et les communes. Et vous avez des gens qui cumulent un certain nombre de mandats locaux qui, justement, ne permettent pas d'avoir une action pleine et entière consacrée à la vision de ce que doit être le maire en France, c'est-à-dire un élu de proximité qui garantit justement la sécurité, la tranquillité et le bon cadre de vie de sa commune. Restez avec nous, on va marquer une petite pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de vos coups de cœur et vos coups de gueule. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. J'adore vous entendre, j'adore les multiplexes, j'adore, franchement, chapeau. Sud Radio, la radio du rugby. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru. Mettez-vous d'accord avec mes invités ce matin, Karen Schnorrokian, Jean-Claude Beaujour, Alexandra Spinner, Mathieu Hauck. Je me tourne vers vous, chère Alexandra, avec votre coup de gueule contre le renvoi d'une salariée pour 1 €. Oui, alors coup de gueule parce que j'ai été sidérée, je crois qu'on a tous été émus par cette histoire. Donc une dame pipi, je trouve que c'est un terme qui n'est pas péjoratif. Une dame pipi qui travaillait donc à la gare Montparnasse et depuis plus de 6 ans. Elle a 53 ans et elle vient d'être licenciée par la société To The Tool. Il faut la nommer parce qu'il faut aussi assumer ses responsabilités, qui est une société sous-traitante de la SNCF. Alors donc elle a pris 1 € qui lui avait été laissé par un passant. Et donc c'est là qu'on apprend qu'elles sont donc surveillées, puisque c'est la raison pour laquelle elle a été licenciée, sans aucun préavis, sans entretien préalable. Elle a été, selon ses propres dires, puisqu'elle a témoigné sur France 2, je ne sais pas si vous avez vu son témoignage, il était assez émouvant, elle a été jetée comme un Kleenex. Voilà. Mais pour quel motif ?
Parce que donc cette société To The Tool stipule qu'il n'est pas autorisé de prendre les pourboires. Alors on peut l'entendre. On marche sur la tête. Oui, on marche évidemment sous la tête et sur la tête. Elle a raconté son quotidien de femme de ménage dans ces toilettes de la gare Montparnasse, qui, vous l'imaginez, est quand même très difficile. Vous imaginez les difficultés qui seront les siennes pour retrouver un travail. Alors je sais bien qu'il faut distinguer le droit de la morale. Elle va évidemment aller devant les prud'hommes. J'espère qu'elle va gagner. Mais vous voyez, c'est en fait dans notre actualité surgissent régulièrement des femmes et des hommes qui disent tout de cette France qui souffre, de cette France invisible, de ces colombes, de ces sans-dents méprisés par François Hollande, de ces gens qui ne sont rien, méprisés par l'actuel président de la République. Et oui, elle m'a beaucoup émue parce que en fait, c'est totalement surréaliste. Mais on n'a pas le droit déjà de prendre des pourboires, ça c'est étonnant. Apparemment, c'est la charte, enfin c'est le règlement intérieur de cette entreprise. Dès lors qu'il n'est pas contraire à l'ordre public, il reste valable. Donc là, elle a accepté 20 € de pourboire et... 1 euro. On parle d'1 euro. Oui, c'est vrai que c'est... Alors, apparemment, ce contrat prend fin en 2026. Moi, je ne peux qu'espérer que la SNCF ne le renouvelle pas et que peut-être elle ajoutera un minimum d'humanité dans le cahier des charges de leur prochain appel d'offres. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que, vous savez, on a dans le droit français la condamnation à 1 euro symbolique. Eh bien, pour cette société To The Tool, c'est l'euro du déshonneur. Mathieu Hauck. Oui, effectivement. La réaction, elle est, je pense, comme tout le monde autour de ce plateau, elle est évidemment très sincère vis-à-vis de la personne qui s'est fait licencier de manière abusive. Là, on est clairement dans un phénomène de licenciement abusif. Moi, ce qui me marque beaucoup sur ce sujet, et il y en aura beaucoup d'autres, et on va les commenter à la suite dans l'émission, c'est la culture d'irresponsabilité. C'est-à-dire qu'en fait, on est, que ce soit au niveau des responsables politiques, que ce soit au niveau des chefs d'entreprise dans certaines entreprises, on est capable de licencier des gens qui ont soit profité de largesse, ou soit qui ont même fait une erreur. On est capable de les licencier alors qu'ils ne représentent rien finalement et qui n'ont pas fait de mal. On est capable de les licencier, alors que par contre, quand on est au plus haut sommet, ils représentent tout. Exactement. Ils sont les artisans de tout ce qui permet la France pendant la crise sanitaire. C'est la France invisible. Tous ces gens-là qui ont justement fait tenir la France, et ce sont ces gens-là que les élites méprisent au quotidien à travers ce phénomène de culture d'irresponsabilité. Alors, il n'y a pas que les élites qui méprisent, parce que là, pour le coup, le responsable des ressources humaines de cette entreprise, c'est To The Tool. Il faut les nommer. Il faut aussi que les gens assument leurs responsabilités. Ce ne sont pas... entre guillemets, c'est pas l'élite au sens où on en parle. C'est qu'effectivement, on est dans une société j'ai envie de dire d'inhumain, de sauvage, où chacun dans la fonction dans laquelle il est se croit autorisé ou n'a même plus se croit autorisé à faire tout et n'importe quoi. Il n'y a pas d'humanité. Et là, par exemple, il n'y a pas de proportionnalité. Parce que c'est une chose que de constater qu'une personne violerait de manière régulière, récurrente, etc., un règlement intérieur, qu'il y aurait eu un avertissement, etc., etc. C'est autre chose pour 1 euro de licencier une personne, même si c'était visé au règlement intérieur de l'entreprise. Il y a une disproportion, et j'imagine que le Conseil des prud'hommes sanctionnera la disproportion. Je l'espère. Là où je reviens juste un point avec Alexandra, et qui est très juste. Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'il n'y ait pas simplement 1 euro de dommages-intérêts. C'est pour que ces choses ne se reproduisent pas. On est d'accord. Alors, je ne vais pas ouvrir la boîte de Pandore, mais il y a un moment où il faut que les sanctions punitives soient très lourdes pour qu'on soit découragé. Parce que le problème, c'est que la personne qui avait ça à l'entreprise va écoper de quelques centaines, quelques milliers d'euros. Surtout au prud'homme. Mais tout cela ne dissuade pas.
c'est une question que je mets en débat. C'est que dans ce type de circonstances, si les conseils des prud'hommes, sans en arriver aux dommages punitifs que l'on connaît aux États-Unis, mais si le conseil des prud'hommes condamnait par exemple à des sommes sévères pour procédure abusive, pour par exemple au titre de ce qu'on appelle l'article 100, les 700, les frais d'avocat, mais des choses significatives pour décourager, parce qu'en réalité, vous avez signalé le cas de cette dame, et bien demain il y en aura d'autres et on en voit tout le temps. Mais vous savez aussi qu'on va pas dans ce sens-là, on va vers davantage de flexibilité dans les contrats. Non mais attendez, la flexibilité dans les contrats, elle peut aller de pair avec un minimum d'humanité, parce que là on est quand même dans les dérives d'un système qui se fout totalement des salariés. Vous savez par exemple, on pourrit la vie des chefs d'entreprise avec un millefeuille de complications bureaucratiques, de réglementation, une réglementation nouvelle chaque jour, rétroactive, à peine a-t-on le droit de s'habituer à une réglementation que surgit une nouvelle réglementation, et parallèlement à ça, on a une entreprise néerlandaise qui sous-traite la gestion des toilettes des gares parisiennes pour la SNCF et qui a des pratiques totalement d'un autre siècle. Alors le PDG de la SNCF n'ira pas non plus, il va aller au prud'homme aussi, certainement. Pardonnez-moi, mais ce que dit Alexandra, c'est très juste. Elle vient de dire l'entreprise néerlandaise. En d'autres termes, celui qui au-dessus donne des instructions, il est très loin. Et en fait, on met la pression sur toute la chaîne. On parle de développement durable. Parlons de développement durable. On est tout au-dessus. On prend des décisions. On met la pression sur toute la chaîne. Et parfois, parce que j'imagine que le RH peut-être vous dira, moi, on me met la pression pour que je fasse telle et telle chose. Et c'est là aussi où il faut qu'on se pose la question. Mais c'est surtout que cette femme peut-être était seule, parce que là, je faisais une allusion à Jean-Pierre Farandou qui n'ira pas au-delà vous le savez, des JO, parce que le gouvernement estimait qu'il avait peut-être été un peu trop tendre sur l'accord justement conclu par les syndicats de la SNCF. Il y a toujours ce 2 poids 2 mesures. Il y a vous voyez là, en l'espèce, les syndicats manifestement ont été très puissants, ont obtenu des accords qu'ils n'auraient peut-être pas dû recevoir. En tout cas, c'est ce que pensent beaucoup de Français, n'est-ce pas ? La SNCF, les syndicats, de toute façon, font de la politique. C'est-à-dire qu'ils ne font pas aujourd'hui de la défense des droits des salariés. Ils obtiennent des accords, ils obtiennent des deals avec le gouvernement, avec le patron de la SNCF, avec la haute direction de la SNCF, mais ils ne s'occupent jamais des conditions de travail de leurs salariés, ils s'occupent jamais des conditions de travail de leurs collègues, et c'est bien ça le problème à la SNCF. Manifestement, ils sont puissants, parce que... Ils sont très bien payés à la SNCF grâce aux syndicats. Les syndicats font qu'à chaque fois qu'ils font grève, ils ressortent avec une augmentation de salaire, avec des avantages en nature, des 13e, des 14e mois. Moi, je suis absolument pour la privatisation de la SNCF. Il faut arrêter avec ce délire des syndicats qui, à chaque vacances de Noël, à chaque vacances d'été, vous dites qu'ils font de la politique, ils font surtout du chantage. Oui, à un moment, il faut dire les choses. Mais parce qu'ils ont aussi des gouvernements qui tolèrent la situation de monopole. C'est pour ça que, pardon de dire des gros mots, mais peut-être qu'un jour, il faudra songer à la privatisation de cette entreprise. Un jour, il faut le faire le plus vite possible, parce que les billets de train Parce que cette culture du blocage, elle est insoutenable, elle est insupportable. Avec le coût du transport qui est prohibitif, et le service n'est pas toujours au rendez-vous. D'ailleurs, où est le ministre des Transports ? Parce que, voilà, je n'ai pas beaucoup entendu. Ça le concerne un petit peu, tout cela, non ? Mais alors, ils ont fait porter le chapeau. Ça vous a choqué, justement, cette future non-reconduction de Jean-Pierre Farandou? Alors moi, je ne vais pas juger sur de la reconduction ou non du PDG de la SNCF. En revanche, ce qui me choque, c'est qu'on a ici un gouvernement qui n'est jamais comptable de ses propres échecs. C'est-à-dire qu'ils sont contemplateurs du naufrage qu'ils occasionnent. Notre pays a été bloqué complètement par cette réforme des retraites, qui certes était nécessaire, mais voilà, quand même, ça a coûté beaucoup de blocages, beaucoup de conflits, pour finalement que à la SNCF, il y a une espèce de régime spécial et qui puisse se dédouaner de cette loi qui était censée être la grande loi de Monsieur Macron. Bon. Je voudrais préciser une chose sur la SNCF, c'est que c'est une entreprise privée détenue à 100% par l'État. Voilà, faut juste préciser que c'est pas une entreprise publique à proprement parler, mais quand on est détenu à 100% par l'État, on est de fait une entreprise publique. Et ce qui me choque beaucoup, vous voyez, on parlait de responsabilité tout à l'heure. Vous pouvez pas me faire croire que ces accords n'ont pas été approuvés
par des ministres. Ou alors c'est extrêmement inquiétant. Non mais c'est extrêmement inquiétant. Je sais bien que les macronistes revendiquent l'amateurisme, mais dans ces cas-là, c'est vraiment... Non mais, on peut pas, non mais il faut être sérieux, on ne peut pas imaginer... On va marquer une petite pause. Bon, mais je vous coupe un petit peu le sifflet. Je vous la redonnerai tout à l'heure, c'est promis. Jean-Claude Beaujour, restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru. Mettons-nous d'accord, mettez-vous d'accord avec mes invités ce matin, Karen Schnorrokian, Jean-Claude Beaujour, Alexandra Spinner, Mathieu Hauck. Mathieu Hauck, justement, votre coup de gueule contre vous, la politique étrangère d'Emmanuel Macron. Alors effectivement, donc, les 2 derniers jours ont été consacrés à la visite de l'homme le plus puissant du monde aujourd'hui, le président Xi Jinping, donc, qui était en visite à l'Élysée puis dans les Hautes-Pyrénées. On a assisté encore une fois à une nouvelle visite d'un grand leader de ce monde, où le président de la République a plutôt soigné la forme que le fond. Et c'est bien là le problème, parce que depuis 2017, la France a été humiliée successivement sur la scène internationale, justement à cause d'une politique de coup d'éclat, au lieu de traiter les problèmes de fond. Sur la Chine notamment, le président de la République a mis en avant 2 grands sujets qui étaient clés, sur lesquels il voulait obtenir des avantages de la part du président Xi Jinping. Le premier point, c'est sur la politique industrielle, donc rééquilibrer les relations commerciales qui sont aujourd'hui très déficitaires, 65 milliards d'euros qui sont déficitaires vis-à-vis de la France en termes de commerce extérieur vis-à-vis de la Chine, et de les rééquilibrer avec une politique en obtenant des exemptions française, et lui pense européenne en réalité, de la part du président Xi Jinping. Sauf qu'il n'a pas donné date à ces demandes d'exemption, puisque la Chine a prolongé son soutien à sa politique protectionniste de soutien à l'industrie automobile verte, et donc nos acteurs économiques auront du mal à s'imposer vis-à-vis sur la construction de voitures électriques notamment, alors que c'est le grand projet du président de la République sur la transformation de l'industrie. Le deuxième sujet, c'est sur la guerre en Ukraine. Alors sur la guerre en Ukraine, il y a encore moins d'avancées, puisque effectivement il essaye de casser cet axe sino-russe qui n'arrive pas à casser. Toujours est-il que voilà, c'est un échec en tout cas sur la politique chinoise. Pourtant, le président de la Chine a en tête l'idée que la France est un pays gaulo-chiracien avec une voix singulière dans ce monde. Cette voix-là, on ne l'entend plus aujourd'hui. On n'a pas entendu non plus sur un certain nombre d'autres sujets, puisque Emmanuel Macron a été humilié par Donald Trump le 14 juillet, la première visite du 14 juillet, où il avait demandé à Donald Trump de rester dans les accords de Paris sur le climat. Finalement, il l'a pas fait. On peut citer les relations avec Boris Johnson également. Il voulait un hard Brexit, et finalement le Brexit a pénalisé davantage les pêcheurs français que les Britanniques eux-mêmes. Donc sur un certain nombre de sujets, je peux les démultiplier. Exactement, au Sahel, on s'est fait marcher dessus par la Chine et par la Russie. Sur l'Indo-Pacifique, c'est pareil. Il n'y a pas de pays aujourd'hui avec lequel Emmanuel Macron a des bonnes relations. Peut-être le Canada, de Justin Trudeau, mais en tout cas, toujours est-il que voilà, la politique étrangère d'Emmanuel Macron est un échec depuis 2017. Pourquoi finalement la Chine céderait aux demandes de la France? Franchement, elle fait pas tellement peur, la France, à la Chine aujourd'hui, non? Ce qui m'a le plus choqué pendant cette visite de Xi Jinping, c'est de voir que von der Leyen était tout le temps avec Emmanuel Macron. Et j'avais l'impression de voir un enfant avec sa maman qui le tenait par la main. Je vous rappelle que la France, c'est la seule puissance nucléaire de l'Union européenne aujourd'hui. Aujourd'hui, la France, c'est la deuxième économie la plus puissante de l'Union européenne. Pourquoi est-ce qu'on doit avoir le président de la France qui se balade avec sa maîtresse, qui lui tient la main? Von der Leyen, je vous rappelle, n'est pas élue par les peuples européens. Elle est détestée à peu près partout en Europe. Quelle est la légitimité de cette femme d'accompagner Emmanuel Macron, le président de la France, qui est un pays souverain, je vous rappelle, sur tous les déplacements avec Xi Jinping? Je ne comprends pas, c'était honteux, cette image était extrêmement désagréable. Votre réaction par rapport à Madame von der Leyen? Non, mais je ne la porte pas dans mon cœur. Non, mais c'est avec l'Europe que la Chine traite. C'est pas avec la France en particulier. On a un marché commun. Je vous rappelle quand même, messieurs dames. On a quand même tous à cœur que la France reste un grand pays et n'a pas besoin d'être. Le marché est commun quand même. Certes. Mais vous savez, la politique, c'est aussi des symboles. Et oui, voilà. Et ça, on peut en discuter, effectivement. On peut évidemment en discuter, et je crois que moi, je crois profondément à l'idée que la France doit se tenir debout et exister, et l'Europe ne doit pas l'écraser, tout simplement. Voilà.
Voilà, moi, ce que je réponds à ça, c'est que la France est dans l'Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. On a justement cette construction européenne, et c'est pas pour autant que le général de Gaulle ou que Jacques Chirac ou même François Mitterrand à une époque pouvaient obtenir des positions françaises et défendre les intérêts de la France. C'est pas l'Union européenne forcément qui bloque nécessairement. Là, en l'occurrence, on a un président de la République qui justement n'arrive pas à faire entendre la voix singulière de la France sur un certain nombre de sujets. Mais sur quel argument, c'est ce que je vous posais comme question, peut-il la faire entendre? Quel intérêt a la Chine d'écouter la France aujourd'hui? Alors, moi, je pense qu'il y a deux sujets qui viennent d'être abordés. Le premier, c'est est-ce qu'il s'agissait d'une visite bilatérale, visite d'État bilatérale, ou une visite européano-chinoise. C'est là où effectivement la présence de Madame van der Leyen m'interroge, parce que on a le sentiment que c'est une visite européenne. Bon. Si c'est une visite européenne, ou en tout état de cause, si on considère qu'il faut que la présidente de la Commission européenne soit présente dans des discussions bilatérales ou à raison des sujets, puisqu'il a beaucoup été question de la guerre en Ukraine, alors à ce moment-là, le vrai problème que nous avons, c'est quelle politique nationale par rapport à l'Union européenne vis-à-vis de la Chine. Et c'est toute la complexité que nous avons. C'est une responsabilité de l'Union européenne, c'est d'arriver à avoir une politique cohérente, qui soit une politique de l'ensemble des 27, et qui donc parle pour l'ensemble des intérêts de l'ensemble des pays de l'Union européenne. Qu'on se mette d'accord sur ce que l'on veut. Parce que je veux vous dire, en réalité, les Chinois en jouent. Tantôt, ils nous disent, moi je les connais un petit peu, tantôt ils nous disent, nous c'est important que nous avons de l'amitié franco-chinoise, etc. Mais dans le même temps, ils vont jouer de la rivalité entre pays européens. On se souvient de la relation particulière entre l'Allemagne et la Chine. Donc là, on a une responsabilité, nous Européens, puisqu'on est à un mois de l'élection du nouveau Parlement européen. Il faut qu'on se pose la question, et notamment ceux qui sont européens, à quel moment est-ce qu'on se met d'accord sur les grandes lignes? Alors évidemment, on peut avoir des points de divergence, mais les grandes lignes de notre politique européenne par rapport, par exemple, à la Chine. Il me semble qu'après le Xi Jinping se rend en Estonie, en Hongrie, c'est bien ça, ça dit quelque chose, ça aussi, non? Oui, en termes de lecture, c'est un problème. Donc ça veut dire qu'après avoir vu Madame van der Leyen, il va dans d'autres États européens, et est-ce que ceux-ci vont avoir des messages différents? À ce moment-là, il aurait été intéressant d'avoir un vrai sommet Union européenne-Chine, et qu'on détermine, en tout cas pour moi c'est important, qu'on détermine notre position vis-à-vis des Chinois. Et il me souvient avoir redit à des amis chinois que nous restons toujours sur... c'est très bien qu'on ait une amitié, je crois en l'amitié franco-chinoise, pour autant, nous ce que nous attendons, ce sont aussi des résultats très concrets sur un certain nombre de sujets. Par exemple, le sujet de la réciprocité, par exemple le sujet des normes, par exemple les garanties qui sont données à nos entreprises avec la loi sur la sécurité nationale qui inquiète un certain nombre de nos entreprises françaises et européennes en poste en Chine, par exemple. Mais si on va pas jusque-là, c'est parce qu'il y a l'Europe, justement. Non. Alors, je vais vous dire, justement, c'est parce que l'Europe doit être sur ces sujets-là, elle doit être exigeante. Et là encore, je vous dis, moi, je redis à mes amis chinois, nous sommes amis, bien sûr, mais l'amitié, elle doit avoir du contenu. Ça ne peut pas simplement être une déclaration. Et de la réciprocité. Oui, c'est pour ça que je parlais de réciprocité. C'est un manque de fermeté, de la naïveté. La Chine ne respecte que les pays forts. Eh oui, comme la Russie d'ailleurs. Comme la Russie, mais comme les États-Unis d'ailleurs. Hein. Bon, les États-Unis c'est un peu différent parce que si vous êtes trop fort, ils vous écrasent. Mais la Chine ne respecte que les pays forts. Aujourd'hui, on montre qu'on est faible. Comment est-ce que vous voulez que la Chine nous respecte? Il n'y a aucune bonne raison. C'était ma question depuis le début. Qu'est-ce qu'il y a comme raison? Regardez par exemple les cyberattaques de la Chine et de la Russie. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on apporte une réponse ferme face à tout cela? On devrait avoir déjà des réponses diplomatiques qu'on ne fait pas. Vous savez qu'en réalité, quand on reçoit une attaque du gouvernement chinois sur nos systèmes de sécurité, on a le droit de convoquer l'ambassadeur de Chine, voire de renvoyer les ambassadeurs dans leur pays. Ça, c'est des mesures diplomatiques qui sont symboliques. En réalité, ça baisse pas les attaques, mais ça montre qu'on fait quelque chose. Le problème, c'est qu'on a besoin de la Chine aujourd'hui. Mais on a besoin de tout le monde, j'ai l'impression. Ces cyberattaques, c'est quand même une tentative de déstabilisation de nos démocraties. Je suis quand même très étonnée. Si de nos démocraties.
économique. Absolument. Les Chinois, ils ne pensent pas de démocratie parce que pour eux, ça n'existe pas. Ils s'en fichent d'ailleurs. Il y a toujours les tentatives assez drôles, il faut bien le dire. On leur a parlé des droits de l'homme. Ils s'en fichent complètement. C'était la blague qu'on avait sortie pendant les JO en Chine. Non, eux, leur but est économique. Leur but, c'est la guerre économique parce qu'ils ont compris qu'aujourd'hui, la guerre se fait de moins en moins avec des chars et des avions, mais de plus en plus avec des ordinateurs et des projets économiques. Aujourd'hui, le but de la Chine, c'est de devenir la première puissance mondiale. Ils sont déjà entre 1 et 2, première et deuxième place des premières puissances économiques mondiales. Et donc quand même, faut pas exagérer, la Chine a quand même un pays avec une population très pauvre en moyenne, même si à Shanghai et à Pékin, il y a des populations riches. La Chine reste un pays pauvre, n'exagérons pas, au niveau de sa population, mais son but est de devenir la superpuissance mondiale. C'est pas en s'écrasant devant eux, à moins que notre but, c'est de devenir les vassaux de la Chine. Si c'est l'objectif de Macron, d'accord, il a très bien fait. Ce risque, aujourd'hui. Moi, je pense que c'est pas simplement des vassaux de la Chine. Sur un certain nombre de sujets, vous voyez, mais il faudrait plus qu'une émission pour en parler. C'est qu'à partir du moment où nous avons un logiciel qui diffère, eh bien, on se met en danger. Je vais vous prendre un exemple. J'ai entendu dire par une personne d'un autre parti que la valeur repos était une valeur de notre système. Je vais vous dire, moi, c'est ce que je dis aux jeunes. Si votre préoccupation à 20 ans, c'est exclusivement les retraites, les ponts et les repos, nous allons nous faire, vous allez, puisque nous, c'est réglé, nous, c'est trop tard, vous allez vous faire avoir. Parce que dans ces pays-là, je rentre d'Asie, je peux vous dire, ce que je constate dans tous ces pays, c'est qu'ils ont probablement beaucoup moins que nous, mais ils ont une rage de réussir et ils voient l'avenir positivement. Ce ne sont pas des blagues, ils voient l'avenir positivement. Moi, j'ai vu l'évolution de la Chine en 40 ans. J'ai été étudiant en Chine au milieu des années 80, à l'époque de Deng Xiaoping. Eh bien, quand nos professeurs nous disaient, nous avons comme objectif tels objectifs à échéance de 30 ans. Avec mes copains français, on rigolait, on se disait à échéance de 30 ans, ils seront jamais là. Long terme. Sauf qu'à 20 ans, ils avaient déjà réussi cette échéance. Alors, ça n'est pas une démocratie, mais ils se donnent leurs moyens. Je suis pas en train de porter un jugement de valeur. Donc, si nous ne nous disons pas européens, attendez, si on n'obtient pas cela, il y aura telle décision de prise et tout le monde va suivre cette décision, on est cuit. Mais on n'est pas un peu trop gâtés parce que ça... je pense aussi qu'il faut qu'on se réarme sur le plan économique et qu'on moral aussi, mais qu'on réindustrialise aussi notre pays, parce que je vous rappelle quand même, sur un certain nombre de sujets, la France est totalement asservie à la Chine, notamment regardez le problème des médicaments. On a une pénurie cruelle d'antibiotiques, on est complètement dépendant de la production chinoise. Ça n'est tout simplement pas acceptable quand on pense à la souveraineté nationale. Ça veut dire, Alexandra, qu'il faudra, ce que vous prônez, c'est qu'effectivement, on ait un ministère, parce que c'est comme ça que ça se passe en Chine, on ait un ministère de l'industrie qui dise aux entreprises, voilà le cadre dans lequel vous pouvez évoluer et voilà le cadre dans lequel vous ne pourrez pas évoluer. Nous, on a travaillé sur cette question-là. Effectivement, la Chine apporte un projet de réveil de nation-empire, c'est-à-dire que justement, ils ont pour objectif d'être la première puissance mondiale d'ici 2049, puisque ce sera l'anniversaire des 50 ans de la rétrocession d'Hong Kong, justement. Et pour cela, ils se donnent l'objectif d'être une superpuissance sur l'ensemble des sujets économiques, technologiques, spatial, ils sont bien partis. L'intelligence artificielle, ça fait 30 ans qu'ils y bossent. Madame von der Leyen, elle en a parlé en février. Là, une stratégie cohérente, alors que la France et les Européens, aujourd'hui, on n'a pas de stratégie cohérente et on n'a pas non plus de stratégie vis-à-vis de la Chine. Aujourd'hui, il y a 3 possibilités vis-à-vis de la Chine. Soit vous faites un alignement des valeurs sur le modèle américain, c'est-à-dire que on se dit on veut pas que la Chine soit la première puissance mondiale, le devienne, on veut rester dans le camp atlantiste et américain. Donc ça, c'est le choix un peu porté par, on va dire, la droite libérale. Soit vous faites un deuxième choix qui est le choix un peu la Mélenchon, c'est-à-dire l'alignement sur le projet chinois et donc en fait une espèce d'anti-américanisme primaire et donc vous devenez pro-chinois et donc vous vous mettez dans la main des intérêts économiques chinois, un peu ce que fait finalement l'Allemagne d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment dépendants économiquement de la Chine. Soit vous avez un troisième point qui est justement de faire notre projet de
nation-empire d'une certaine façon, de réarmement sur l'ensemble des sujets industriels, économiques. Donc je reviens à la question européenne. Et surtout morale, parce qu'aujourd'hui, l'Occident a peur, et la France en elle-même a peur de ce que l'on est, on a peur de ce que l'on dégage, on a un sentiment de culpabilité très profond et on est incapable aujourd'hui de regarder droit dans les yeux la Chine, l'Inde, la Russie, etc. Parce que justement, nous-mêmes, on a peur de nous-mêmes et on est marqué par des courants politiques, des constructeurs qui veulent aujourd'hui déconstruire ce qu'a fait la grandeur de l'Europe. Et Denis Jacquet, d'ailleurs, comment votre patron sera chinois, sera mon invité tout à l'heure. On en parlera à 12h30. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants après une petite pause. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru. On se retrouve dans Mettez-vous d'accord, mettons-nous d'accord, mettez-vous d'accord, Karen Jean-Roquian, Jean-Claude Beaujour, Alexandra Spinner, Mathieu Hauck. On va balayer un petit peu les grands sujets de l'actualité avec, alors pour commencer quelque chose de plutôt sympathique, enfin j'en sais rien, vous allez me dire d'ailleurs, la flamme, ça y est, la flamme olympique qui est arrivée, plus que 79 jours avant la cérémonie des JO, mais c'est presque parti, ça y est. La flamme est arrivée au bord du 3 mois Belém au large de Marseille, elle sera allumée ce soir pour la première fois. Alexandra Spinner, vous l'attendez avec impatience, c'est JO, vous allez être devant votre télé ce soir. Alors écoutez, vraiment, moi je suis absolument contre le JO bashing. Je trouve que, je sais bien. Contente, alors. Oui, je suis très contente parce que notre pays va être sous le feu des projecteurs du monde entier. On va être le cœur du monde. C'est bien ça le problème. Oui. Alors, c'est bien ça. Écoutez, le problème. tout le monde se bat pour avoir les JO quand même. Hein. Je veux dire, on n'aurait peut-être pas dû. Mais écoutez, je sais bien que il va y avoir un certain nombre de contraintes pour chacun d'entre nous. Dans des quartiers à Paris, ça va être particulièrement difficile. Peut-être que tout ça n'a pas été forcément bien pensé, mais c'est quand même extraordinaire. Paris va être la capitale mondiale du sport. Moi, je trouve ça extraordinaire. Je comprends pas qu'on puisse pas se réjouir collectivement, et je trouve que ces images qui nous viennent de Marseille sont tout à fait magnifiques. On va avoir des sportifs, des sportifs paralympiques, par exemple, des gens qui au quotidien font des exploits incroyables et qui vont être mis à l'honneur. Moi, je trouve ça formidable. Vive les JO. J'espère qu'on va remporter de nombreuses médailles et qu'on sera les champions du monde. Voilà, il est temps qu'on redevienne des champions du monde. C'est merveilleux. La Terre entière va voir qu'on est devenu un pays du tiers-monde. Non, on peut pas. Vous pouvez pas dire ça. Qu'on aura la médaille d'or des pickpockets 300 mètres courus. Qu'on va avoir la médaille d'or de l'agression crapuleuse à la sortie de l'aéroport. On va avoir la médaille d'or de violence gratuite, parce qu'on l'a déjà aujourd'hui, mais la Terre entière va voir que la France est devenue un pays du tiers-monde, violent, dangereux. Je n'ai aucun espoir que ça se passe bien, ces JO. Ces JO, on avait 5 ans pour les organiser. Je pense qu'il n'est pas encore trop tard pour les annuler, pour éviter que la Terre voie la déchéance de la ville de Paris. Je connais Paris par cœur. On va pas être d'accord du tout. À moins de déployer 2 policiers pour chaque touriste, je vois pas comment on va faire pour pouvoir sécuriser ces JO. Ça va être impossible. Moi, je suis très choqué. Le moral, là. Non, il nous a pas plombé le moral, mais c'est l'occasion de lui dire qu'on est très choqué par ses propos. Parce que nous sommes autour de cette table très choqués par les propos de Karen. Pourquoi ? Bien sûr qu'on a des problèmes et qu'on déplore tous. On n'a pas envie de se faire dérober. On n'a pas envie d'avoir des pickpockets. Moi, je prends le métro. Je peux vous dire que c'est désagréable. Cela étant, il faut arrêter de dire que la France est devenue le tiers-monde. C'est ce contre quoi je lutte. Je vais vous dire. Je refuse cet esprit négatif. Nous avons des sujets. La question, c'est qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir. Voilà. Si vous allez au Venezuela, si vous allez au Brésil, si vous allez en Afrique du Sud, si vous allez dans des tas de pays, même aux États-Unis, vous risquez des tas de choses. Non, notre pays n'est pas pire que ceux que je viens de citer. Oui, c'est catastrophique les pays que vous avez cités. Le Venezuela est une dictature communiste. Mais attendez, vous pensez que c'est plus simple ? Vous pensez que c'est plus simple à Londres ? En Chine, au Japon. Oui, il y a des caméras partout en Chine. Vous pensez que c'est plus simple ? Vous pensez que c'est plus simple ? C'est une exception. Le Japon avec ses revers. Non, celle qui n'a pas subi d'immigration massive. Si vous couvrez mon propos, je ne pourrais pas m'exprimer. Non, soyons sérieux. Nous avons effectivement un certain nombre de difficultés, mais moi je ne veux pas
justement, je veux pas dire à nos jeunes, allez, il y a plus qu'à se tuer finalement. En vous entendant, on a l'impression qu'il faut sauter. Moi, je peux pas accepter non plus ce défaitisme. Parce qu'après, on va parler de Sciences Po pour les 5 minutes qui restent. Donc, grossit un peu le trait, mais je suis pas loin d'être en accord avec lui justement. Moi, je pense que le problème, c'est que nous, on a fait un modèle français qui est un modèle attractif, justement, un modèle touristique, c'est-à-dire on a vraiment survalorisé le tourisme et on s'était dit justement en ayant une vitrine Paris attractive, on va pouvoir faire venir plein de touristes dans notre pays et ça va être génial. Les gens vont venir dépenser de l'argent aux Champs-Élysées. Ils ont bien augmenté d'ailleurs les prix. Le problème, c'est que quand on dit ça, on dit il faut faire les Jeux Olympiques. Moi, j'étais plutôt pour faire les Jeux Olympiques parce que c'est quelque chose qui était une belle vitrine. C'est quelque chose qui est bien et surtout qu'en plus nos sportifs sont très bons et on devrait récupérer beaucoup de médailles parce qu'on a des joueurs et des sportifs qui sont des talents générationnels effectivement. Mais je vous parle même pas de sport, moi. Je ne parle même pas. Sur l'organisation, pour le coup, il y a absolument tout à revoir. La question de la contractualisation avec les sites sportifs n'est pas forcément tout réglé. Vous avez le sujet de l'insécurité des sites, l'insécurité de la ville de Paris, l'insécurité de la cérémonie d'ouverture. Et moi, je prends juste un exemple très marquant, c'est que nous, on a regardé dans notre think tank, on a comparé les cérémonies d'ouverture, notamment projetées par la France, et celles des Jeux Olympiques de Londres 2012, et encore pire, Pékin 2008, on voit que la France, en termes de symbole, sera vraiment catastrophique. On envoie un très mauvais signal parce que notre cérémonie d'ouverture n'atteindra pas celle qu'avait, rappelez-vous quand même, de Londres 2012 avec la reine Elisabeth, etc. Le Royaume-Uni avait montré au monde entier qu'ils étaient capables d'entrer dans la modernité. On verra, c'est pas encore fait. Le terrorisme est quand même un peu passé par là, ce qui nous complique aussi la tâche. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des risques terroristes aussi aux Jeux. J'avais oublié de parler du terrorisme. Je voulais juste, il nous reste 3 minutes 30, c'est pas énorme, mais je voulais vous faire réagir sur les blocages qui se poursuivent à Sciences Po. Est-ce qu'il y a une instrumentalisation politique? On a vu hier le coup d'éclat de François-Xavier Bellamy, candidat LR aux européennes, avec cette altercation en face de Louis Boyard. Glucksmann ce matin, Raphaël Glucksmann, qui juge qu'il ne faut pas expulser les étudiants pro-palestiniens. Alexandra Spinner, un petit tour de table. Non, mais attendez, c'est une formule totalement délirante. Évidemment, Sciences Po accueille des étudiants étrangers. Ils ont la chance de bénéficier de l'enseignement de ce qui était jusque-là une institution de l'enseignement français. Ils ne respectent pas les règles. Évidemment qu'ils doivent être reconduits chez eux. Ça me paraît évident. Écoutez, on ne va pas se laisser terroriser par une minorité agissante. C'est insupportable. Vous avez des étudiants qui passent leur examen. Regardez dans quelles conditions ils le font. Je vous rappelle qu'on a là quand même des décérébrés, des espèces de débiles qui ne comprennent rien à la situation du Moyen-Orient et qui font du Hamas leur héros. Enfin, c'est insoutenable. On ne peut pas accepter ça. Des étudiants étrangers qui viennent en France pour insulter la France, pour moi, c'est suppression du visa directement dans l'avion. Il n'y a pas que des étudiants étrangers. Non, je parle des étudiants étrangers. Vous avez aussi une prof dont il faut quand même parler, Nassira Ghenif Souliamas. Ah oui, qui a insulté. Alors elle, oui, absolument, qui était donc un soutien d'Assa Traoré, qui est un soutien du parti des indigènes de la République, qui est un soutien du terroriste Georges Abdallah, et qui ose mener ses étudiants dans cette impasse absolue. Moi, je suis horrifié. Le problème à Sciences Po, moi j'y étais, donc on peut témoigner, c'est que Sciences Po est gangréné par l'islamo-gauchisme et le wokisme. Mais c'est une minorité. 54% des étudiants, il y a eu un sondage, avaient voté pour LFI, chère Alexandra Spinner. 54% pour LFI et 70% sur tout l'ensemble des partis de gauche, alors qu'ils étaient moins de 50% il y a encore 20 ans. Donc il y a eu vraiment une mutation sociologique très forte à Sciences Po, qui justement crée un climat de terreur intellectuelle, parce que justement vous avez un certain nombre d'idéologies qui sont absolument plus abordées dans les cours, que ce soit le néolibéralisme en économie ou même la théorie de Samuel Huntington, le choc des civilisations en géopolitique, exactement. Et pourquoi je dis gangréné? Parce que vous avez à la fois les étudiants, mais vous avez aussi le corps enseignant très fort et aussi l'administration. Le problème, il est là. L'administration inexistante. Et n'oublions pas en fait que le poisson pourrit toujours par la tête. Et hier, on a vu que les professeurs et que les professeurs hier étaient allés soutenir les étudiants bloqueurs. Aujourd'hui, il y a un problème de gestion de Sciences Po, que ce soit au niveau administratif et professoral. Il faut
tout raser et repartir sur des bases saines. C'est une expression, bien sûr, il faut rien raser avec Jean-Claude Beaujour, le mot de la fin. En complément de ce qui vient d'être dit, moi je l'ai rappelé, quel que soit ce qu'on peut penser de Blanquer, il disait, j'ai été étudiant à l'étranger, il y a des règles, et si je les avais enfreint, eh bien on m'aurait renvoyé. Et moi je vais vous dire, dans bien des pays, en droit, on vous supprime votre visa, ordonnance d'expulsion, et vous ne pouvez plus vous représenter dans le pays pendant 5 ans. Et souvenez-vous comment la candidature de Blanquer et de Dominique Régnier ont été traitées par le conseil d'administration de Sciences Po. Absolument. Qui on cite maintenant Nadjo Belkacem. Non, mais écoutez, là c'est le naufrage absolu. Bon, là, il nous faut 10 minutes de plus. Mais attendez, pour répondre à votre question, oui, c'est inacceptable. Oui, il faut. Pour moi, je suis pour l'expulsion des étudiants fauteurs à l'excès de troubles. Le débat démocratique peut se donner, mais pas dans ce contexte-là. Donc la réponse, c'est oui. On en reparlera une autre fois. Je sens que ça vous inspire. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'émission. On va parler de Vladimir Poutine qui a été investi hier pour son 5e mandat. C'est reparti pour quelques années. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru. Et mettez-vous d'accord. Merci de nous rejoindre, chers auditeurs, en ce 8 mai. On espère que vous vous reposez, que vous nous écoutez. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas, si vous avez un peu de temps, que vous voulez prendre part au débat 826 300. On va maintenant parler du discours d'investiture du 5e mandat de Vladimir Poutine. C'était hier au Kremlin. Ensemble, nous vaincrons. C'était donc les premiers, mais aussi les derniers mots de l'allocution de Vladimir Poutine. Discours plutôt offensif, dirigé contre l'Occident, dont la politique d'agression n'empêchera pas la Russie de devenir encore plus forte. On va en parler avec nos deux invités. Régis Le Sommier, directeur de la rédaction Omerta officielle, grand reporter. Bonjour Régis Le Sommier, merci d'être avec nous. Bonjour Stéphanie. Bonjour, et avec nous également le colonel Pierre de Jong, ancien chef de corps dans la marine, vice-président de l'Institut Thémis, spécialiste en géopolitique, auteur notamment d'Agir entre les lignes aux éditions Mareuil. Bonjour colonel, merci également de nous accompagner aujourd'hui. Bonjour à tous et bonjour à Régis. Régis Le Sommier, vous suivez l'actualité en Russie depuis plusieurs années. 5e mandat de Vladimir Poutine. Vous l'avez trouvé différent des autres investitures hier? C'est pour moi ou c'est... Régis Le Sommier, oui. Oui, pardon Stéphanie. Non, j'ai trouvé, différent. Oui, on sait que depuis, et c'est pas propre à cette investiture, mais le ton utilisé par Vladimir Poutine, je dirais depuis quelque part les propos d'Emmanuel Macron sur la possibilité d'envoi des troupes en Ukraine a changé. D'habitude, vous savez, quand il maniait le terme nucléaire, eh bien Poutine laissait plutôt ça, je dirais, à des gens comme Medvedev ou Tolstoï, ou des gens qui portent une parole beaucoup plus incisive depuis le début de la guerre en Ukraine. Et quand Emmanuel Macron a évoqué la première fois, on se souvient de ces propos, propos de Vladimir Poutine, qui a parlé de destruction planétaire. Donc on avait changé. Et là, évidemment, avec cette 5e investiture, il fallait pas s'attendre à ce que cette rhétorique change, puisqu'on est toujours dans une accélération et surtout avec un Poutine qui aujourd'hui se sent conforté, se sent fort, a été réélu à près de 87%, peut s'enorgueillir d'un certain nombre de bonnes nouvelles, on va dire, de son point de vue sur la guerre en Ukraine, même si l'avancée des Russes se fait très lentement, mais elle est significative, notamment depuis la mi-février. Donc, si vous voulez, il a aussi un bilan économique
économie qui, contrairement à ce qu'on aurait pu penser il y a 2 ans, eh bien, est plutôt satisfaisant avec une Russie qui a plus de 3% de croissance pour 2023 et ça continue. Donc finalement, quelque part, oui, l'affrontement continue, le discours est martial, c'était assez logique et assez attendu. Colonel Pierre de Jonghe, discours martial, effectivement, Vladimir Poutine qui a ordonné la tenue d'exercices nucléaires dans un futur proche, en réponse, il le dit, aux menaces occidentales. Ça veut dire quoi concrètement? Alors je précise exactement, une série de mesures pour s'entraîner à la préparation et à l'utilisation d'armes nucléaires non stratégiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Très concrètement, en fait, Poutine, la journée est très importante pour lui. Pourquoi? Parce que très concrètement, c'est une nouvelle étape. Il a été, renforcé, dans son rôle de chef d'État, et donc il repart sur de nouvelles bases. La deuxième chose, c'est que les conditions ont changé. D'ailleurs, en référence de l'interview qu'il a fait avec Tucker Carlson, je ne sais pas si vous vous rappelez, en février, d'un grand journaliste de Sky News, où là, il avait pendant un certain temps, je dirais presque pendant 2 heures, il avait émis toute une série d'hypothèses. Il avait émis une frustration par rapport à l'Europe, par rapport à ce qui se passait, etc. Très concrètement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, Poutine a quand même un autre problème, c'est qu'il a un double problème. Il avait une question ukrainienne qu'il était en train de régler, qui était assez tactique quelque part, qui était politique tactique. En fait, il agissait dans sa cour, dans son arrière-cour. Il considère très concrètement que l'Ukraine, c'est comme la Géorgie, comme la Tchétchénie, ça fait partie de son environnement direct. Donc, il traitait ce problème-là jusqu'à maintenant. C'est vrai que depuis les déclarations, martiales des Européens et du président Macron, c'est vrai que son discours s'est orienté. Donc, il a un double problème. Il joue à front renversé. Premier temps, il a un discours tactique sur l'Ukraine, et deux, il a un discours stratégique qui est orienté sur les Européens. Et là, les Européens, c'est pas avec son armée conventionnelle qu'il va pouvoir, si vous voulez, impressionner l'Europe, qui a quand même l'OTAN, qui est quand même une structure avec 32 pays, qui est riche, qui est dense, qui est importante. Par contre, il y a un point très important, il sait que le nucléaire est une problématique extrêmement difficile. On ne gère pas le nucléaire comme on gère les armées conventionnelles. Et là, en fait, ce qu'il cherche à faire, il cherche bien évidemment à déstabiliser les Européens et déstabiliser les pays nucléaires. Parce que le nucléaire ne dissuade que le nucléaire. Le nucléaire ne dissuade donc la France, accessoirement, puisqu'on est les seuls en Europe à posséder l'arme nucléaire. Il a 3 pays face à lui. Il y a d'abord les États-Unis, qui sont aujourd'hui silencieux pour des raisons liées à la campagne électorale, qui sont liées au fait que la problématique des Américains, le regard des Américains sur l'Europe est un regard relativement distancié. Ils sont plus concernés par les affaires de Gaza que par les affaires de l'Ukraine. Donc, si vous voulez, je dirais l'OTAN géré par le nucléaire américain est plutôt longue distance. Par contre, il y a comme 2 États nucléaires extrêmement actifs, je dirais proactifs dans le domaine des déclarations vis-à-vis de la Russie, c'est la Grande-Bretagne et la France. Et ces 2 nations nucléaires, bien évidemment. Donc encore une fois, il oriente son discours très concrètement sur les États qui possèdent le nucléaire, entre autres, évidemment, les Français et les Britanniques. Et ça, c'est compliqué pour nous, c'est que le rapport de force nucléaire qui existe entre la Russie, 6000 ogives, et les Européens, concrètement, les Anglais et nous, n'a rien à voir. On est sur un ratio, je dirais, de 10%. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, c'est ça le cœur du problème. Donc, encore une fois, c'est que Poutine nous oblige, si vous voulez, à un débat, à un dialogue stratégique avec lui. Et ça, c'est très compliqué parce que je pense pas que le président Macron ait imaginé une seule seconde qu'il entamerait ce genre de dialogue qui était en général réservé aux Américains, puisque les Américains ont 6000 ogives, sont sur le même rapport de force que les Russes. Et là, c'est vrai que c'est déstabilisant pour nous principalement, puisqu'encore une fois, on n'est pas du tout au niveau, même si notre capacité nucléaire, elle est performante, elle est précise, elle est concrètement dangereuse, mais on n'est pas dans le même niveau. Vous dites on n'est pas au niveau, colonel, nous Français, nous Européens, ou l'OTAN dans son ensemble, mais l'OTAN avec des Américains qui se désolidarisent en ce moment. D'ailleurs, je marque une pause. Je vous ai posé la question, mais on va se retrouver dans quelques instants pour la réponse, si vous le permettez. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru.
Et on continue à parler de cette investiture de Vladimir Poutine, 5e mandat hier avec nos invités. Régis Le Sommier, directeur de la rédaction Omerta officielle grand reporter également. Colonel Pierre de Jong, ancien chef de corps dans la marine, vice-président de l'Institut Thémis, spécialiste de géopolitique. Le colonel qui nous disait tout à l'heure, qui nous expliquait donc ce discours offensif, ces menaces, et qu'on ne ferait pas nécessairement le poids. Régis Le Sommier, c'est vrai qu'on en parlait, les États-Unis qui commencent à se désolidariser. On est un petit peu seul. Comment il faut répondre à Vladimir Poutine ? C'est assez, ce qu'on voit, ce qu'a tenté de faire Emmanuel Macron ces derniers mois, on va dire, c'est justement, il y a deux aspects. Il y a le fait, en effet, comme vous avez dit, que les États-Unis, qui dans la première phase de la guerre en Ukraine étaient très en pointe, sont maintenant sur l'arrière, avec un fort encouragement à l'Europe à prendre la suite, à prendre la relève. Et dans ce cas précis, Emmanuel Macron, lui, a profité justement de ce vide pour donner de la voix et pour essayer de faire entendre une voix française un peu différente en disant on peut pas laisser les Russes gagner, on peut pas, il est inenvisageable qu'ils gagnent cette guerre en Ukraine, et donc émettre ces propos extrêmement controversés, parce que en France on en parle, on en débat, etc. Mais il faut savoir que les propos d'Emmanuel Macron n'ont absolument pas été soutenus par aucun des alliés, y compris par les États-Unis, sur l'hypothèse d'envoyer des troupes. Alors c'est un affrontement direct avec Vladimir Poutine, c'est un affrontement direct verbal et une escalade verbale qui s'est suivie. Donc la vraie question, c'est que on est dans une situation d'urgence. Moi je crois que par rapport aux déclarations officielles, je pense qu'Emmanuel Macron est aujourd'hui parfaitement conscient, et beaucoup de gens en Europe, qu'il y a un risque en Ukraine d'effondrement du front, que aujourd'hui, j'ai évoqué tout à l'heure, les Russes ont repris, grignotent, ils avancent pas à pas, quasiment tous les jours, il y a un village qui tombe. Là, aujourd'hui, cette semaine, si vous voulez, la nouveauté, c'est dans la ville de Robotine, qui était dans le sud, dans la zone de Zaporozhye. C'était la ville où les Ukrainiens avaient perdu énormément de chars, mais qu'ils avaient conquis l'été dernier dans leur fameuse contre-offensive. Ça fait partie des terres que l'Ukraine avait reconquis. Eh bien, aujourd'hui, ces gains ont été quasiment anéantis. La ville de Robotine a été reprise par les Russes. Donc ça ne veut pas dire que l'aide tarde. Il y a eu donc l'aide actée des Américains, mais qui va pas arriver tout de suite, Régis, le Sommier. Non, elle ne va pas arriver tout de suite, et tous les indicateurs au niveau de l'Ukraine sont au rouge. Le problème des hommes, le problème des munitions, le problème des lignes défensives, si vous voulez, au milieu, à la mi-février, et je pense que j'aimerais beaucoup avoir le commentaire du colonel Pierre de Jong aussi là-dessus, au moment de la conquête d'Avdivka, il y a eu un véritable changement sur le terrain, c'est-à-dire que les Russes, là, se sont mis à progresser. Ils ont pris environ 500 kilomètres de pluie à l'est. C'est complètement différent de ce qui s'est passé après Bakhmout, où ils se sont contentés de prendre Bakhmout et d'user l'armée ukrainienne. Là, on est reparti sur un mouvement vers l'ouest, mouvement certes lent, mais qui laisse envisager aux Russes une conquête du Donbass probable. Et après le Donbass, entre le Donbass et le Dniepr, il n'y a plus rien. Il n'y a que de la plaine. On va écouter ce qu'en pense le colonel. On redonne la parole dans quelques instants. Régis, colonel Pierre de Jong, vous partagez donc cette analyse de Régis Le Sommier? À 100%, d'autant que Régis connaît parfaitement le terrain et c'est exactement de quoi il parle, bien évidemment. Il y était plusieurs fois, donc il sait très bien ce qui se passe localement. C'est vrai qu'Avdivka, qui a été pris par les Russes le 17 février 2024, donc il y a quelques semaines, si vous voulez, a été un instant décisif. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a réalisé que les Ukrainiens n'étaient pas sur une bonne, n'avaient pas anticipé un repli. Et là, ils engagent ce qu'on appelle une manœuvre rétrograde qui est extrêmement difficile à monter. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les Ukrainiens reculent sous la pression. Et comme ils n'ont pas d'artillerie, ils n'arrivent pas à bloquer ou à limiter la progression, même lente, des Russes. Donc les unités, quand elles reculent, quand elles veulent s'installer sur une position préparée à l'avance quelques kilomètres derrière, elles peuvent pas, parce qu'elles ont la pression des lignes russes. Et les Russes, aujourd'hui, ont très bien
compris la problématique des munitions des Ukrainiens, et il reste au contact et il pousse. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les Ukrainiens sont obligés de rester sur le terrain et reculer progressivement, avoir des pertes et ne pas pouvoir limiter, en tout cas bloquer cette progression. Ouais. Et là, en ça, les Russes manœuvrent correctement. En général, ils sont plutôt bons en défensive qu'en offensive, mais là, ils ont très bien compris la problématique et ils vont avancer. D'autant que, je termine juste là-dessus, ils savent que le chronomètre tourne et que les munitions et le matériel, enfin les 61 milliards vont commencer à faire des petits, comme on dit, et bien évidemment, ce matériel va arriver dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Donc ils ont intérêt aujourd'hui à progresser et non pas à s'arrêter. Et quelle peut être la réponse européenne? Est-ce qu'elle vous paraît adéquate? Justement, on ne vous a pas entendu sur la position un peu de fermeté et un peu isolée d'ailleurs d'Emmanuel Macron. Le colonel. Il faut bien faire quelque chose. Encore une fois, je pense que le président Macron a bien anticipé, ou très concrètement, il a pris conscience de tout ça. D'autant que la France, aujourd'hui, est une puissance nucléaire, et donc elle a vocation à être quand même leader, quelque part, si vous voulez, de ce pilier européen qu'évoquait Régis il y a quelques minutes. Donc c'est vrai que là, il fait de la politique européenne, quasiment de la politique intérieure, il se positionne. Donc c'est vrai, il a intérêt. Maintenant, encore une fois, le problème, vous savez, dans la guerre, il faut pas avoir des prétentions plus haute qu'on ne le peut. Vous savez, quand le président Macron parle d'ambiguïté stratégique, c'est compliqué. C'est le cardinal de Retz disait une chose que j'aime beaucoup et qui vraiment correspond bien à la période, c'est qu'on sort toujours de l'ambiguïté à ses propres dépens. Et c'est ça qui risque de nous arriver, c'est qu'il faut être conscient de nos limites, conscient de ce qu'on dit. Et c'est vrai qu'en même temps, on peut être, je dirais, fort, consistant, mais en même temps, il faut être capable d'engager un débat. Je pense que le débat trop militarisé n'est jamais très bon avec des Russes. Régis Le Sommier, Emmanuel Macron avait certainement des espérances forcément déçues avec la visite de Xi Jinping qui n'a pas pipé mot sur l'Ukraine, à part peut-être l'engagement de ne pas livrer d'armes à l'Ukraine, mais c'est tout, il n'a rien obtenu. Non, il n'y a rien eu d'obtenu concrètement. Je sais qu'on a beaucoup glosé, on a beaucoup discuté. J'ai écouté, il y a eu des débats infinis à savoir est-ce que Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen, parce que c'est vrai qu'elle était à côté. Voilà, est-ce que les deux vont pouvoir infléchir la solidarité marquée, affichée par les Chinois vis-à-vis des Russes? La réalité, c'est que non, il y a rien qui a changé. Alors sur la question, en effet, les Chinois ne livrent pas de matériel militaire aux Russes, mais en revanche, ils livrent des composants qui permettent aux Russes justement de se développer dans des domaines de haute technologie et de compléter leur panoplie au niveau de leur production militaire. Donc, on est dans l'hypocrisie absolue, comme souvent. Pardon ? On est dans l'hypocrisie absolue, comme souvent. Mais totalement. Mais avec les Chinois, il fallait s'attendre. Donc, il fallait pas s'attendre à ce que cette visite change des choses. Cette guerre a rapproché de facto la Russie de la Chine. On avait dit oui, on va pousser les Russes dans les bras des Chinois. C'est un petit peu ce qui s'est passé. Ça avait été annoncé, et finalement, il n'y a pas cette surprise là-dedans. Oui, alors on peut dire les Russes ont tout gagné avec cette guerre. Malheureusement, on n'a pas le temps d'entamer un second débat, mais enfin, y compris économiquement. On se souvient de la phrase de Bruno Le Maire, on va mettre à genoux la Russie. L'Europe est plus entamée que la Russie à l'issue de cette guerre, qui n'est pas terminée d'ailleurs. Cette phrase est l'incarnation de la déconnexion totale de certaines de nos élites par rapport à la réalité géopolitique et géoéconomique. Colonel, le mot de la fin pour vous? La Russie s'en tire plutôt bien et Vladimir Poutine a plutôt pris des crédits sur cette guerre. En fait, ce qui se passe, c'est que Poutine et les Russes ont l'initiative. C'est eux qui mènent le bal. Ils mènent le bal sur le terrain tactiquement parlant, ils sont dominants. Stratégiquement parlant, ils sont dominants puisqu'ils sont massifs en termes de missiles nucléaires et d'hypervélocité, donc de vitesse des missiles. Et troisième point, ils sont dominants en termes politiques, puisque l'exploit en fait de Poutine, ça a été quand même de solidifier les BRICS dans une position, je dirais, au minimum attentiste, au minimum neutre par rapport à l'Occident. En fait, c'est l'Occident, c'est l'OTAN qui se retrouve d'une certaine manière isolé par rapport au monde. Et c'est ça le cœur du problème. On est seul. Et Macron a essayé, avec Xi Jinping, d'essayer de mettre un coin, si vous voulez, dans cette espèce de relation bilatérale très forte entre la Chine et la Russie. Mais bien sûr, c'est très compliqué. Et le Chinois s'est pas laissé faire. Merci à tous les deux, Régis Le Sommier, colonel Pierre de Jonghe, d'avoir été avec nous. Et dans quelques instants, on continue à parler de la Chine avec Denis Jacquet, qui a écrit un livre sur le sujet. Pourquoi votre prochain patron sera chinois? Tout un programme. C'est dans quelques instants.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru. On se retrouve en direct sur Sud Radio en ce 8 mai. N'hésitez pas, chers auditeurs, si vous êtes tranquillement chez vous, à nous écouter, de venir réagir au standard avec le sourire de Aude qui vous accueillera 0826 300 300. Je reçois maintenant Denis Jacquet, président de Top Crime, président de l'Observatoire également de l'ubérisation. Denis Jacquet qui va nous parler de la Chine, puisqu'il a écrit... bonjour Denis Jacquet, tout d'abord. J'allais faire ma petite introduction. Mais je vais la faire quand même. Pourquoi votre prochain patron sera chinois, avec en exergue peut-on renverser la vapeur avant qu'il ne soit trop tard aux éditions Erol? C'est un titre un petit peu provocateur, mais tellement vrai, non? Tellement vrai, oui, parce que finalement, très trivialement, la Chine est en train de progressivement toucher le jackpot et s'offre le monde en bloc. C'est-à-dire que ce qui nous a un petit peu inspiré comme Eric quand on a fait ce livre, c'est que il faut se remettre 3-4 ans en arrière. Le monde ne voyait que les GAFAM, donc ces fameuses grandes sociétés américaines, les Google, Microsoft, etc. On analyse le monde à travers l'évolution et le rapport de force avec les GAFAM. Il n'y a pas un institutionnel, vous parliez tout à l'heure dans le reportage précédent où votre invité de la déconnexion de nos élites, qui est une réalité depuis tellement longtemps. Alors effectivement, ils comprennent pas grand-chose à beaucoup de choses, mais là pour le coup, à la Chine, c'était même pas de la non-compréhension, c'était du non-intérêt. Et on s'est dit, mais en fait, la Chine est en train de devenir une puissance majeure. À l'époque, Eric Schmidt, qui dirigeait Google, disait ils sont bientôt aussi forts, voire plus forts que nous, sur l'intelligence artificielle, qui est quand même la technologie qui va permettre de dominer le monde demain. Et tout le monde a les regards braqués sur les États-Unis, et personne ne sait ce qui se passe en Chine. Et cette espèce d'arrogance... Oui, j'allais dire, une forme d'arrogance. D'arrogance, c'est déconnexion et arrogance. Mais les deux sont un petit peu liés. C'est-à-dire que après, ça fait longtemps qu'on entend la musique de Denis Jacquet, l'expression, ils vont nous bouffer. Bon, ça, on l'entend depuis longtemps. Coluche qui disait avec beaucoup d'humour, quand vous mélangez le blanc et le jaune, à la fin il reste que le jaune. Non mais voilà, donc il y avait quand même malgré tout une forme de désintérêt, de se dire bon allez. Oui, parce que pour la plupart des élites européennes et notamment françaises, la Chine est un pays qui ne fait que copier, donc un copieur c'est pas beau, c'est péché, c'est sale, ça n'a aucun intérêt. Ils innovent pas, ce qui est juste l'inverse de ce qui se passe. Et puis surtout, c'est pas un régime démocratique tel que nous on l'entend. Donc c'est tel qu'on l'imposait au monde, mais on peut y trouver quand même beaucoup d'avantages, mais on voit aussi qu'aujourd'hui, c'est plus un mot qu'une réalité. On voit les débats de ces dernières semaines, on s'aperçoit qu'en fait, gangréné par l'extrême gauche aujourd'hui et le mainstream, on s'aperçoit que la démocratie, c'est plus un mot très enflé qu'une réalité quotidienne. Donc on s'est dit, mais il faut qu'on réveille un petit peu les gens là-dessus, les institutions, les entreprises. On a du renseignement qui est censé nous donner des informations, enfin en tout cas c'est ce qu'on attend d'eux a priori, donc ils devraient vous dire mais la Chine avance à toute vitesse, ses plans quinquennaux marchent formidablement bien, il faut le savoir, les dirigeants, 80% des dirigeants chinois sont des ingénieurs, ils comprennent la technologie, ils comprennent tout ce qu'il faut faire aujourd'hui pour s'imposer au monde. Et puis surtout, ils ont une revanche à prendre sur l'humanité, parce que les Anglais et les Français les ont décimés au 19e siècle, les ont étouffés sous la guerre de l'opium, leur ont piqué toutes les innovations. Expliquez-nous qu'on s'arrête quelques instants, parce que ça, peut-être que nos jeunes auditeurs, pas téléspectateurs, auditeurs, ignorent ce pan, d'ailleurs d'autres aussi. Il y a cet esprit, selon vous, revanchard de la Chine. Oui, c'est clair. Au-delà de la revanche, c'est surtout une expérience douloureuse. Et à un moment donné, quand on a eu mal, on n'a pas envie que ça apparaisse à nouveau. Donc la Chine a toujours dit, les étrangers ont toujours été pour nous une source de malheur. Oui. Donc dès qu'ils sont arrivés chez nous, ils ont tout pris, ils ont ruiné à l'époque l'empereur, ils ont assassiné, ils ont mis notre peuple sur l'opium, ils l'ont asservi, ils ont piqué toutes nos innovations, puisque la Chine était au contraire un pays extrêmement innovant dont on a réimporté la plupart des innovations. Puis maintenant, elle dit, c'est le mauvais copieur, on a juste commencé par le faire. Il faut quand même rappeler qu'à cette époque-là, la Chine était la première puissance commerciale mondiale. Donc, on a quand même été détrôné des gens qui étaient beaucoup plus forts que nous. Et donc, en fait, le chinois, aujourd'hui, c'est dans l'ADN. Oui, c'est-à-dire que l'étranger, il est tolérable pour ce qu'il peut apporter. Il est intolérable le jour où il veut prendre le pouvoir sur quelque chose. Ce qui fait que toute entreprise qui va s'installer là-bas, elle est la bienvenue tant qu'on peut absorber son savoir-faire, sa technologie. Vous avez essayé? Vous êtes allé là-bas justement? Non, mais on observe par contre toutes les entreprises qui sont allées, les grandes américaines, les grandes françaises, en fait tous les gens de Peugeot, de Citroën vous raconteront leurs expériences extrêmement malheureuses. Et une fois qu'ils ont absorbé le savoir-faire,
non seulement ils l'améliorent, et c'est ça le génie chinois, c'est la capacité d'innover et de transformer à partir de quelque chose qu'ils ont copié, comme ils le font avec l'écriture, tout petit. Donc pour eux, copier, c'est pas péché. Bon. Mais c'est surtout qu'après, ils innovent. Et aujourd'hui, même l'Allemagne, qui était censée être la ressource d'innovation, d'industrie de précision en Europe, c'est fini. Ils vont chercher une partie de leurs innovations en Chine. Donc les Chinois sont vraiment passés dans le millénaire d'après. Ils préparent le millénaire d'après pendant qu'on continue à camper dans le millénaire d'avant. Mais donc, vous dites qu'ils copient pas, mais enfin ils ont un peu copié quand même. Mais ils ont copié longtemps, mais ce qu'il faut comprendre dans la culture chinoise, c'est quand vous êtes un petit Chinois ou un petit Asiatique en général, vous commencez par écrire. Et l'écriture chinoise est très complexe. Donc vous copiez, vous la recopiez, jusqu'à temps que vous la maîtrisiez. C'est ce qu'ils font avec les industries. Ils la copient, la recopient, etc. Et puis à un moment donné, on dit, si tu veux vraiment être bon, il faut innover, il faut améliorer. Et là, ils font beaucoup mieux. Et en fait, leur génie à eux, c'est pas toujours sur la créativité d'origine, c'est la capacité d'en faire quelque chose de différent. Et c'est là où ils sont excessivement forts, ils adaptent à leur culture, et après ils le réexportent, comme ils l'ont fait avec TikTok. Finalement, ils ont un peu piqué l'Internet américain, absolument. Ils ont fait un WeChat que nous, on est incapable de faire, ils ont fait TikTok qui a envahi le monde, donc ils ont une vraie capacité ensuite à innover à partir d'une chose qu'ils ont copiée. Mais maintenant, la copie, c'est une toute petite partie de l'économie chinoise. La réalité, aujourd'hui, c'est qu'elle innove, qu'elle crée, et que les autres, maintenant, viennent s'inspirer des Chinois sur les batteries, aujourd'hui. Enfin, moi, les batteries au lithium sont faites exclusivement là-bas. Voilà, bien sûr. Et moi, j'ai un vieux téléphone dont je tairai la marque, bien connue, de marque chinoise depuis 4 ans. Il tient de 7h du matin à 7h le soir. Il me reste encore 20%, pendant que j'ai déjà rechargé 2 fois mon Samsung ou mon Apple dans la journée. Donc, ils ont vraiment, aujourd'hui, développé des savoir-faire incroyables en améliorant ce que nous, on a fait pendant un premier temps. Alors, quels sont justement les domaines, j'imagine qu'on pense à l'intelligence artificielle, où on est copieusement en retard, nous les Européens, les Chinois eux, sont déjà très en avance, à égalité avec les Américains. Oui, alors c'est-à-dire qu'en fait, la Chine a dit voilà, on était une puissance commerciale majeure, on n'est pas très bon pour faire la guerre, par contre on est très bon pour dominer le monde à partir du commerce. Donc en fait, ils ont déjà rebâti ce qui existait au XVe siècle, c'est-à-dire la route de la soie, c'est-à-dire la capacité effectivement d'emmener des marchandises ou de recevoir des marchandises dans n'importe coin du monde à une vitesse phénoménale. Surtout qu'on leur vend les ports, nos ports maritimes, donc une bonne preuve de naïveté de notre part peut-être. Ah mais on est complètement naïf, enfin on pourra y revenir sur l'attitude européenne, c'est la catastrophe. En tout cas, la route de la soie. Réussir à irriguer le monde entier d'infrastructures qui permettent de transporter, de recevoir et de diffuser tout ce que eux produisent et de rapatrier ce dont ils ont besoin. La seule caractéristique d'un porte-container chinois par rapport à tous les porte-containers du monde, moi je suis à Miami donc j'en vois passer sous ma fenêtre tous les jours, ça arrive plein, ça repart plein. Vous ne voyez jamais un porte-container repartir à vide, ça n'existe pas. C'est plein à l'aller, c'est plein au retour. Donc ça, c'est la première chose. Donc déjà, quand vous avez toute l'infrastructure pour le commerce mondial, vous êtes déjà très puissant. La deuxième chose, ils disent, mais on est 1,5 milliard, la planète fera 9 milliards, qui va nous faire à manger demain? Ils achètent toutes les terres agricoles, comme le font aussi les Moyen-Orientaux depuis un moment, tout ce qui est disponible en Australie, ils achètent des champs, des terres, etc., qui va cultiver, qui va faire la nourriture dans tous les autres pays. Dans les autres pays. Voilà, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas forcément planter dans son propre pays, même quand il est immense comme celui de la Chine, problème climatique, et ensuite, la capacité de dire je vais nourrir les autres, mais je vais surtout nourrir ma pro. Et là aussi, c'est le passé. Mao, dans sa folie, avait envoyé tous les intellectuels à la campagne. Il a affamé la moitié de sa population. Plus jamais il y aura de famine en Chine. Donc c'est le deuxième traumatisme qu'ils soignent aujourd'hui. Mais ça, ils se l'étaient créé eux-mêmes. Et le troisième, c'est de dire qu'est-ce qui va dominer le monde aujourd'hui? C'est l'intelligence artificielle, c'est le quantique, c'est tout ce qui va aujourd'hui donner accès à de la data. La data, c'est l'or d'aujourd'hui déjà et de demain encore plus. Tous ces systèmes aussi d'abrutissement par les réseaux sociaux qui font que, au-delà de la génération Sciences Po qu'on voit en ce moment, on génère des décérébrés qui ne connaissent rien, mais qui quand même se permettent de manifester qu'ils ne le savent pas. Et donc, du coup, on a effectivement aujourd'hui une Chine qui, depuis près de 30 ans, investit sur l'intelligence artificielle et qui fait jeu égal avec les États-Unis déjà depuis 5 ans. Mais si vous prenez ce qu'on appelle les PhD aux États-Unis, c'est-à-dire les maîtres de thèse et les plus beaux papiers, les plus grands papiers, aujourd'hui, la plus grande production, elle est faite en Chine. Donc, du coup, ils ont
les infrastructures commerciales, ils ont tout ce qui va permettre d'alimenter les nations du monde demain. Et en plus, sur la data et l'intelligence artificielle, ils sont les numéros 1 bis mondiaux. Donc on ne voit pas ce qui peut les arrêter. Et aujourd'hui, le véhicule électrique, demain, il sera chinois. Enfin, je veux dire, à part Tesla et quelques-uns, personne ne va résister. Oui, et ce qui frappe, c'est que malgré les discours un petit peu offensifs européens, c'est que tous les domaines que vous nous avez cités, c'est des domaines où on a de très grosses difficultés, où on est en retard. Enfin, l'agriculture, on a vu cette crise agricole. C'est quoi ça ? C'est une forme de naïveté, une forme d'arrogance je pense européenne. On a au niveau de l'Europe la même déconnexion qu'on a au niveau de la France. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tous ceux qui nous gouvernent sont quand même des gens qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Donc globalement, vous les avez jamais vus dans une entreprise, jamais vus dans un commerce, jamais vus comme Emmanuel agriculteur. Macron était banquier. Il a fait un stage de 18 mois. Je veux dire, c'est quand même une expérience limitée pour savoir ce que c'est que la vraie vie. Bon. Donc du coup, à un moment donné, la plupart, Bruno Le Maire, etc., c'est des gens qui ont fait une carrière essentiellement politique. Ils n'ont jamais travaillé. Mais enfin, c'est pas ce gouvernement-là, c'est le précédent, etc. Donc des gens déconnectés pour qui l'économie est souvent un péché, parce qu'il y a quand même une tradition très à gauche, et notamment à Bercy, qui est quand même très anti-entreprise. Vous prenez Pierre Moscovici, c'est pas anti-entreprise, c'est une détestation fondamentale. Vous prenez aujourd'hui Olivia Grégoire, elle est plutôt business, Macron, je ne veux pas me défendre Macron, mais voilà, il y avait quand même c'est pas excessivement nul, mais quand vous réfléchissez, nous on a beaucoup bossé avec Macron avant qu'il soit élu. On lui expliquait le digital, etc. Mais quand on parlait avec lui, il avait tout compris. Donc, c'est pas un problème de compréhension et de neurones, c'est un problème d'application. C'est comme les startups, c'est jamais un problème d'idée, c'est un problème d'exécution. On est à 7 ans de sa première élection. Vous avez vu, vous, un plan sur l'intelligence artificielle, un plan sur le quantique, un plan sur l'espace, etc. Donc, ils savent tous, ils le savent, que le monde va être dominé par ça. Mais l'année dernière, Emmanuel Macron a crânement annoncé un plan de 500 millions d'euros. Alors j'ai regardé en Chine, c'est la 38e ville chinoise qui a à peu près ce budget-là. Donc la première, on parle d'un plan en plusieurs trilliards de dollars sur 5 ans en Chine. Et aujourd'hui, l'Europe, avec ses 400 et quelques millions d'habitants, investit à peine un tiers de ce que la Chine investit, à peine un tiers de ce qu'investit les États-Unis. Donc qu'est-ce qu'on fait nous aujourd'hui ? Ils sont un petit peu plus nombreux aussi. On régule. Oui, mais rapporté au PIB et rapporté au nombre d'habitants. Donc vraiment en proportion totale. Donc pas sur les volumes, parce que là les volumes on est 50 fois inférieurs. Mais ramené à notre PIB ou ramené à notre nombre d'habitants, ils sont à un tiers de ce que fait les États-Unis, un tiers de la Chine. Donc on parle en trilliards. Eux parlent en trilliards et nous on parle en millions. Donc il y a un aveuglement. Enfin, je vous rappelle quand même qu'en février à Davos, Ursula von der Leyen, qui n'est jamais à l'abri d'un grand moment d'élocution, nous dit dans une interview, écoutez, l'IA, ça semble quand même être un sujet important. Attendez, en quelle année ? Là, il y a en février dernier, elle dit oui, l'IA, c'est un sujet important, il faut que l'Europe s'en saisisse. Mais il serait temps d'y réfléchir. Donc le problème, c'est que c'est beaucoup de temps pour d'investissement. Et les politiques français vous disent oui, mais on a quand même Mistral en France, qui est une très belle boîte d'IA, etc. Qui dans 2 ans, je vous le parie, sera achetée par Microsoft, donc sera déjà américaine dans moins de 2 ans. Qui a levé 100 ou 200 millions. Pendant ce temps-là, Sam Altman sur OpenAI aux États-Unis a déjà levé plus de 20 milliards. Donc je veux dire, voilà, on sait tout de suite qui va conquérir le monde avec ses 500 millions, ses 100 millions, 5 milliards. Donc c'est une déconnexion, c'est une non-réalité. Et ensuite, l'Europe a dit, puisqu'on ne sait pas faire, puisqu'on n'a aucune ambition et aucune vision, on va réguler. Donc l'enfant, aujourd'hui, ils ont un discours offensif. Voilà, discours offensif, réalité défensive. Justement. Donc en fait, c'est une équipe de défenseurs. On va en parler, Denis Jacquet, puisque je rappelle le sous-titre de votre titre, pourquoi votre prochain patron sera chinois, c'est peut-on renverser la vapeur avant qu'il ne soit trop tard. Oui, on va en parler, on va voir si c'est vraiment trop tard dans quelques instants. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Stéphanie de... Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru. Mettez-vous d'accord avec nous-mêmes, puisque on n'est pas en profond désaccord. Denis Jacquet, président de Top Cream, président également de l'Observatoire de l'ubérisation, qui a écrit il y a quelques années aux côtés de Homéric de Sarthe, pourquoi votre prochain patron sera chinois. Est-ce qu'on peut renverser la vapeur avant qu'il ne soit trop tard, aux éditions Erol. Vous êtes quelques-uns à réagir quand même en ce 8 mai, 0826 300 300, et on prend tout de suite un auditeur, Olivier, qui nous appelle du Val-de-Marne. Bonjour Olivier, vous vouliez... Bonjour Madame de Demuru, bonjour Monsieur Jacquet. On est ravis de vous avoir.
Merci de remplacer André Berkoff en partie, parce qu'il n'est pas là. Irremplaçable, André Berkoff, mais voilà. Oui, j'adore Saint-André, dira-t-on. On l'embrasse d'ailleurs. Je vais dire plusieurs choses sur la Chine. Ils sont diaboliquement intelligents. Ce sont des gens, par exemple, on prend un aspect industriel, le rail, c'est-à-dire, si vous prenez China Railway High Speed, c'est-à-dire c'est une société d'État chinois qui a réuni plusieurs autres compagnies. Et en fait, ils ont retourné l'arme contre nous puisqu'ils ont pris, par exemple, l'ICE en termes de technologie et une partie si votre invité me corrige, le Shinkansen japonais. Et ils déferlent sur l'Europe de l'Est massivement avec leurs trains, bien entendu, et face à Bombardier qui a été absorbé par Alstom avec difficulté. C'est-à-dire que le problème, nous, c'est l'Europe. L'Europe est un frein au développement de nos compagnies en France. Par exemple, pour que Bombardier soit absorbé par Alstom, la Commission européenne de Bruxelles, maudite soit-elle, a demandé à ce que Alstom cède des sites historiques comme celui de Reichshofen. Donc, grosso modo, on n'est pas à armes égales face aux Chinois. Les Chinois cannibalisent les 2/3 des marchés mondiaux en termes de trains à haute vitesse. Le Japon a la faculté de se protéger parce qu'ils sont pas stupides. Le Shinkansen et ses technologies, sans toucher les rails, en l'occurrence, font que ils ont compris ce que font les Chinois. Et les Chinois aussi sont diaboliquement intelligents en Afrique. Ils ne donnent pas de leçons de morale comme nous les Français historiquement par rapport à la colonisation. Ils arrivent, ils font du business et surtout quand ils prêtent de l'argent entre 20 et 40, 60 milliards de dollars à des pays africains pour des infrastructures. Il leur dit, si vous ne remboursez pas, on prend une concession de 60 à 100 ans sur vos ressources pétrolières, gazières et minières. Et en fait, c'est vraiment, quand je dis intelligent, ils font pareil. Ils sont par exemple en Bolivie. En Bolivie, Morales, qui était un échec total sur le lithium. Moi, je suis opposé au lithium parce que c'est une pollution monumentale à extraire. Et ben maintenant, c'est les Chinois qui extraient et qui financent l'extraction du lithium, en l'occurrence, et ils concluent partout des alliances, en l'occurrence. Donc en fait, tant que la France sera dans l'Union européenne, et l'Union européenne est incapable de se protéger, puisqu'on a des gouvernements incompétents, incapables, qui sont complètement désaxés de la base. Donc voilà, c'est par sur les nouvelles technologies, merci. Ou autre, Merci voilà. Olivier, on va laisser répondre Denis. En tout cas, merci à vous de votre intervention qui était fort intéressante. Denis Jacquet nous en a parlé de ces Chinois. Voilà, la route de la soie, qui achètent des ports maritimes, qui investissent en Afrique. Et puis Olivier le remarquait, pas de leçon de morale. Alors c'est vrai qu'on a vu la visite de Xi Jinping. Alors, il y a toujours le petit chapitre. On lui a parlé des droits de l'homme comme s'il allait s'effrayer devant Emmanuel Macron qui lui parle des droits de l'homme. Et puis cette question de l'Europe. Ça vous a d'ailleurs choqué que Ursula von der Leyen soit constamment aux côtés d'Emmanuel Macron pour recevoir le président chinois? Ça dit quoi, ça, Denis Jacquet, justement, dans notre relation avec eux? En termes de communication, pour Macron, c'est habile, parce que dire, voilà, c'est l'Europe qui vous reçoit et pas seulement la France, forcément, c'est plutôt 440 millions de personnes que 68 millions, donc c'est censé impressionner un petit peu plus. Bon, je suis pas sûr qu'il soit parti estomaqué, mais bon, Ursula von der Leyen, moi, j'ai rien contre cette femme en particulier, mais quand vous regardez son bilan de ces dernières années, c'est juste une catastrophe. D'abord, elle s'est exprimée sur tous les sujets sur lesquels, normalement, elle n'est pas censée avoir ni une compétence, ni une intervention. Son seul sujet, pratiquement, ces dernières années, c'est l'Ukraine. Il y a quand même d'autres sujets dans le monde, même si c'est un sujet important, qu'il a à nos frontières, que c'est géopolitique. Mais il y a quand même quelques petits autres sujets à traiter. Et c'est surtout, effectivement, cette incapacité à traiter les autres sujets stratégiques qui m'inquiètent. Aujourd'hui, l'Europe, on le voit depuis plus de 17 ans, année après année, décline. Donc ça devrait quand même interroger à un moment donné. Est-ce que la France ferait mieux seule, ou c'est un boulet, la France, pour faire face à la Chine? La France a... C'est-à-dire, aucun des pays européens n'a la capacité de résister à la Chine. Bon, donc de toute façon, notre avenir ne peut s'écrire que dans une Europe, mais pas dans cette Europe-là. C'est-à-dire dans une Europe avec une vision. Et à nouveau, je le rappelle, quand vous êtes gouverné par des gens, certes peut-être communistes, encore d'apparence, mais qui sont des ingénieurs, c'est quand même des gens qui ont travaillé, qui savent ce que c'est qu'un principe de base, de la technologie, etc. Ils la comprennent. Ceux qui nous gouvernent, à un ou deux près, ne savent. Vous leur parlez d'intelligence artificielle, au bout de 10 secondes, ils n'ont plus rien à dire. Ils ne savent même pas comment ça fonctionne et ce que ça peut donner. Donc, il y a une vision qui est très forte, il y a une stratégie qui est forte. Bon, il citait l'Afrique. C'est vrai qu'en Afrique, que je connais extrêmement bien, ils sont aussi sans état d'âme. C'est-à-dire que on parlait de morale, c'est plutôt sans état d'âme. C'est-à-dire ils arrivent
avec les ouvriers dans des containers. Alors, je suis désolé d'être trivial, les prostituées dans un autre container, parce qu'il faut que les Chinois soient avec des prostituées chinoises, et pas des prostituées locales. Ils arrivent avec tout. Ils copient même des produits africains qu'ils vont faire fabriquer en Chine pour les réimporter en Afrique. L'Afrique n'y gagne strictement rien. Par contre, ils corrompent à tout vent. C'est-à-dire que non seulement ils investissent, mais la corruption est colossale. C'est-à-dire quand vous regardez les commissions que versent les Chinois pour prendre les marchés, elles sont absolument astronomiques. Donc on peut qualifier ça dans une grande enveloppe de morale, mais ils en ont aucune. Eux, ils sont là pour bâtir des infrastructures, prendre la possession des infrastructures, exploiter ces infrastructures, quoi qu'il en coûte. Alors que la France a été, entre guillemets, foutue dehors d'Afrique. Donc je ne vais pas admirer le fait qu'ils corrompent, parce que vous allez, je ne sais pas, au mois de décembre à Abidjan, vous voulez une langouste, ben non, tous les bateaux chinois sont en face, les emmènent en Asie, et les Africains, il y a des moments, n'ont plus de langouste à manger parce qu'ils ont tout pêché. Donc, je veux dire, je ne suis pas admiratif de la façon dont ça se passe, je suis admiratif de la stratégie qui, malheureusement, est redoutablement efficace, est en train de nous absorber, et seuls les États-Unis aujourd'hui sont capables de les contrer. Et si parce que vous nous avez toujours pas dit si on pouvait renverser. Vous posez la question, est-ce qu'on peut renverser la vapeur avant qu'il soit trop tard? Alors, je pense qu'il faudrait déjà renverser la table à l'Europe et effectivement transformer la gouvernance de l'Europe de façon hallucinante, c'est-à-dire avec des gens à leur tête qui soient vraiment des visionnaires et qui ont vraiment une ambition pour l'Europe et pas des technocrates ou des gens déconnectés de la réalité. La deuxième, ça serait d'avoir sur les plans stratégiques de se dire, si on peut mobiliser comme ça 50 milliards un jour pour l'autre pour acheter des armes pour l'Ukraine, on doit peut-être pouvoir mobiliser 500 milliards pour s'offrir des géants à l'échelle européenne. La deuxième, c'est qu'on a très intérêt à se rapprocher encore plus des États-Unis, avec qui au moins on peut discuter et faire des choses un petit peu d'égal à égal, on va le dire comme ça. Ça n'arrivera jamais avec la Chine. Donc aujourd'hui, l'association, c'est l'Europe plus les États-Unis pour réussir à préserver une vague place dans l'économie mondiale. On n'en prend pas le chemin. Voilà, et on n'en prend pas le chemin. Et donc, tant qu'en plus, il y aura toujours cette espèce d'arrogance liée au régime politique de la Chine en disant on ne peut pas discuter avec des gens qui sont comme nous, il arrivera après, on discute, la preuve, on l'a reçu en grande pompe, le et président. Quand on regarde le résultat à la sortie, qu'est-ce qui sort sur les droits de l'homme? Il ne lâchera jamais rien. Les Chinois veulent rester chinois. Donc les Ouïghours musulmans, soit ils se plient, soit ils sont traités comme ils sont traités. Alors, moi, je ne préconise pas ça, mais aujourd'hui, nous, on se fait, je suis désolé, et sans racisme, on se fait bouffer par l'islamo-gauchisme. On le voit avec toutes ces manifestations depuis le 7 octobre qui sont juste infâmes et répugnantes, à Sciences Po comme ailleurs. Mais ils ont dit ça ne nous arrivera jamais. Mais c'est pas qu'ils sont Vous pensez qu'ils regardent l'Europe comme d'ailleurs le fait Vladimir Poutine, en disant il y a une forme de décadence. C'est un petit peu pour eux, les valeurs occidentales, c'est des valeurs relativement décadentes. Et puis ils disent, l'Europe, tout ça, les États-Unis, ça fait 5 siècles que ça domine. Maintenant, c'est les BRICS. Donc, c'est l'Arabie Saoudite, l'Iran, la Turquie, la Russie, la Chine. Tout ça, ça va s'associer. Et ça va créer un nouveau monde avec des nouvelles règles. Alors, moi, à nouveau, j'irai pas vivre en Turquie. J'irai pas, à cause de son président actuel, j'irai pas vivre en Chine parce que c'est pas mon truc. Mais malheureusement, ça marche et ils sont puissants. Et aujourd'hui, quand vous regroupez toutes les énergies pétrolières, fossiles, le lithium, tout ce qui fait fonctionner le monde aujourd'hui, ils sont tous associés entre eux et contre nous. Pas contre nous au sens petite compétition gentille, non, compétition extrêmement agressive et en disant mais regardez à 30 ans si vous voulez une source d'énergie mais est-ce qu'on a des armes? J'entendais quelqu'un tout à l'heure dire autour de la table on n'est pas armes égales, c'est notre auditeur d'ailleurs Olivier. C'est juste intellectuellement qu'on n'est pas armes égales. Est-ce qu'on a le pouvoir de lutter Un continent de 447 millions devrait être capable de faire ce qu'un continent presque de 300 et quelques millions aux États-Unis fait, c'est-à-dire qu'elle a les moyens de mobiliser des financements. Elle a les moyens de mobiliser des industries, elle a les moyens de payer sa recherche qu'elle ne paye pas, elle a les moyens de réanimer l'éducation qu'elle ne rééduque pas. Oui, à 447 millions d'habitants, vous avez les moyens de lutter, mais il faut une vision et une ambition, donc c'est ça qui manque. Donc on en revient bien aux ceux qui nous dirigent, qui n'ont pas ce qu'il faut pour impulser ce qui nous permet de vivre l'image. Voilà. Merci beaucoup Denis Jacquet d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Et dans quelques instants, la suite des programmes sur Sud Radio, le meilleur d'ailleurs de Berkov. Vous retrouvez l'ami André, super. Et puis on se retrouve nous demain à 10h45. Merci à vous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.